Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Allô Mélenchon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Allô. Ok. Bonjour Clémence. Salut. Bonjour Nadège. Hello. On est avec nos trois invités pour parler ce soir de beaucoup de sujets. Pardon, Et bonjour j'ai pas Antoine. compris. C'est marqué Attends. Allô Mélenchon, je suis pas invité moi. Si c'est chez moi. Oui, c'est vrai. Mon émission. C'est vrai. Donc, alors, il y a deux invités et toi, tu te comptes invité ou Allô Mélenchon? Non, moi je me compte présentation tranquille, tu vois. Voilà. Vous vouliez me dire bonjour? Bonjour. Oui, bonjour. Ah Antoine. bon, bah merci, c'est sympa. Bonjour. Je m'appelle Antoine Léaume. Et on va donc ce soir parler de beaucoup de sujets parce qu'on a eu beaucoup de questions qu'on a reçues d'ores et déjà, notamment sur Instagram, où vous avez proposé de nous poser des questions. Et je pense qu'on peut commencer direct par entrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a un sujet qui nous a beaucoup interpellé cette semaine, c'est toute la sphère Bolloré, la manière dont il y a eu, on a d'ailleurs posé une question au gouvernement, c'est Sarah Legrain qui a posé cette question, et on a reçu deux questions qui vont dans ce sens-là. Y aurait-il un projet visant à dégager Bolloré des médias Go 2027 et Free Palestine? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est que comptez-vous faire contre les milliardaires détenant l'information? Vaste programme. Qui veut C'est qui commencer? répond? C'est qui commence? Déjà, en fait, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par désigner l'adversaire. Et tu as parlé, Antoine, de la question au gouvernement de Sarah Legrain de cette semaine. Et ce qui est absolument choquant, c'est que alors qu'elle fait le tableau apocalyptique de la prise de pouvoir de Mélenchon sur les médias, dans l'édition... Attends, mais ça va venir. Ça, c'est le projet. Déjà, la solution, c'est Go Mélenchon. Mais en fait, le gouvernement en face ne dit rien, ne condamne rien et nous fait tout un laïus sur ce que doit être le pluralisme, etc., sans solution. Et nous avons des solutions, Jean-Luc, que tu as déjà commencé à évoquer. Peut-être qu'il faut commencer à dire aussi aux gens pourquoi on parle de ça maintenant. Parce qu'en réalité, parce que nous, on les a vus arriver dans les médias, on en a beaucoup parlé, la radio, la presse écrite. Récemment, je me souviens d'une conversation qu'on a eue tous les deux sur la question de l'édition, où en fait, il y a une prédation sur le secteur de l'édition en France qui est absolument massive, monumentale. Il n'y a plus que quelques maisons qui ont une liberté, une indépendance totale pour éditer des bouquins, notamment des bouquins de gauche radicale, quoi. Et là, il y a eu le fait que des salariés à Canal+ ont dénoncé le fait que ce que Bolloré a fait chez Grasset, c'est-à-dire dans le secteur de l'édition, grosso modo un recadrage idéologique de la ligne éditoriale de la maison, et là chez Canal+, des salariés ont pris la parole en profitant du fait que c'est le Festival de Cannes pour dire on craint que ça nous arrive, et c'est-à-dire sortir un peu de la naïveté, parce que vraisemblablement il est là pour ça, quoi. Donc c'est ça l'actualité, et en effet Sarah a posé une question. Zéro réponse. On est relativement habitués parce que de toute façon, dès que c'est nous, généralement, c'est davantage des tribunes pour nous insulter que pour répondre aux questions qu'on essaye de poser. Et puis après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et bon, ça, je te laisse quand même peut-être la primauté parce que c'est... En fait, c'est un problème massif qui doit concerner tout le monde. Et moi, je trouve que ce qui est étonnant, c'est que comme responsable politique, on dirait qu'il n'y a que nous que ça inquiète à ce point, quoi. Oui, parce que je crois que, enfin, peu importe les causes, mais il me semble que nous, on a fait une analyse de fond sur ce que représentait l'extrême droite dans le moment de l'histoire. C'est-à-dire une manière pour le capitalisme de régler son problème avec le peuple. Comme ils n'ont plus aucun des amortisseurs avec lesquels ils le faisaient, les partis politiques intervenant pour promettre un avenir radieux, c'est plus le cas. Le constat qu'on peut faire tous, c'est que les partis de droite et d'extrême droite ne proposent rien aux individus, aux personnes. Rien. Avoir peur des autres et haïr. Et donc, ce qui s'est mis en branle, c'est un appareil idéologique pour maintenir l'ordre. Pour maintenir l'ordre, il faut diffuser du matin au soir du racisme, pour diviser le peuple, des idées qui rendent impossible la solidarité, l'apologie de toutes les cupidités, etc. Et surtout le fond de l'air je pense qu'on a finalement choisi le bon mot avec le mot suprémacisme. C'est-à-dire répandre l'idée que l'ordre naturel des choses, c'est des dominations empilées. Hein, voilà. Et donc, Bolloré, il joue le rôle du gars qui, décomplexé, s'est amené là-dedans et dit je vais m'emparer de tous les appareils
de propagation d'idées, d'images. Et c'est fait, mais c'est tellement brutal, désinhibé que je pense qu'il y a plein de gens qui sont sidérés, qui n'arrivent pas à croire que ce soit aussi vrai que ça. Et honnêtement, nous, au début, si tu te souviens, quand ça a commencé dans la presse, petit à petit, au début, il y avait les gens qui, évidemment, s'indignaient immédiatement, puis il y avait aussi de la demi-teinte. Moi, je n'hésite pas à dire que j'ai fait partie de la demi-teinte. Disant, vous n'allez pas me demander de pleurer sur le JDD, dont le dernier numéro, soi-disant libre, consistait en une immense interview de Madame Le Pen qui nous tapait dessus. Je veux dire, attendez, trouvez autre chose pour essayer de nous faire pleurer, mais pas ça. Et puis, c'est ceux d'entre nous qui ont été, évidemment, comme d'habitude, les plus vigilants, et je pense qu'ils avaient raison de dire, on ne peut pas accepter un truc pareil, parce qu'ils vont commencer à un bout et finir. Et là, après, on est arrivé, quand on a eu cette discussion, sur le fait que on a fini par comprendre qu'ils avaient aussi les bouquins, l'édition des bouquins scolaires, etc., etc. Et donc, maintenant, je suppose que, d'abord, ils préparent un état d'esprit général, et deuxièmement, s'ils accédaient au pouvoir, ce serait immédiatement pour mettre cette machine à produire une vision du monde au service du gouvernement d'extrême droite, mais pour mettre au pas la société idéologiquement. C'est pourquoi c'est pas un petit sujet ou un sujet à côté. Évidemment, pour tous ceux qui ne comprennent pas l'importance dans une société de la culture, c'est un sujet annexe. Pour nous, non. Donc, il faut une mesure qui soit radicale. Et compte tenu de ce qu'on sait, nous, des calendriers, de l'accession au pouvoir, on sait que dans les 2 premiers mois qui arrivent après la prise de la responsabilité du pays, par exemple, les premiers mois qui ont suivi 1981, on a eu une session extraordinaire et on a traité de la décentralisation. Pourquoi ? Parce que l'équipe qui arrivait au pouvoir était très pris par ce thème, au sens de « il faut refonder la démocratie française en l'ancrant dans la démocratie locale et arrêter le gouvernement des préfets et tout ça ». Alors, en plus, tous les gens qui étaient là venaient de là. Gaston Defferre était maire de Marseille, il était ministre de l'Intérieur. François Mitterrand était, bien sûr, le président de la République à ce moment-là, mais il était maire de Château-Chinon, conseiller général de Château-Chinon, député de Château-Chinon et président de la République. J'avais un pote qui me disait, chez nous, on va voter Mitterrand en un seul mot. Toutes les élections, c'est Mitterrand, quel que soit le niveau, tu vois. Ils se marraient, comme on est en train de le faire là. Et donc, eux, c'était des hommes qui étaient tous marqués par le fait, des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais c'était le préfet qui amenait le budget. Tu vois ? Moi, j'ai connu la période de transition. Alors, voilà. Ensuite, ça a été Sarkozy. Pardon, je suis un peu long, mais Sarkozy, dès qu'il est arrivé, il a fait l'autonomie des universités et le régime spécial des cheminots. Puis ça tombait bien, pendant l'été, il comptait coincer tout le monde. Il n'arrivait à rien, mais tant mieux. Pour les cheminots. Par contre, pour les facs, oui, il est arrivé à faire passer l'autonomie. Et il y avait une sorte de complicité active. Moi, je n'ai pas peur de le dire, parce que j'ai peur de rien, mais de tout un tas de gens qui étaient un peu l'aristocratie des universités, qui ne juraient que par l'autonomie, qui était en fait une manière de se donner des pouvoirs supplémentaires. Bref, on ne va pas faire le détail parce qu'on va se faire beaucoup d'ennemis, mais moi j'ai toujours été contre ce truc. Alors, nous, on va arriver. On est élu, c'est mois d'avril, mai. Il y a le temps que tu arrives, tu hérites immédiatement soit d'un projet de loi de finances rectificative, on est obligé de faire ça, et puis tu arrives avec les documents qui t'arrivent de l'administration pour préparer le budget septembre-octobre, d'accord ? Donc le budget de la Sécu, le budget de l'État. Donc le mieux, pendant que les uns préparent cette étape, les autres se mettent au travail et au combat sur des cœurs de cible en quelque sorte. Et à mon avis, il faut qu'on commence par ça, c'est-à-dire une loi de libération des médias. Et la loi de libération des médias, ça couvre plein de sujets, mais le premier, c'est la dislocation des monopoles. Notamment le monopole Bolloré, mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête qu'à Bolloré, parce qu'ils sont 9 à posséder 90% des médias. Donc déjà, empêcher, comme on le fait pour certaines compagnies ou trusts, il y a des lois antitrust dans tous les pays, pour empêcher des gens d'avoir une situation tellement dominante qu'en réalité, il n'y a plus d'espace pour personne, et donc pas de...
pas de démocratie réelle. Là, c'est particulièrement important et urgent, mais il faudra aller au bout de l'idée, pas faire juste de la petite retouche. Alors, au bout de l'idée, c'est démanteler les trusts, empêcher que des gens cumulent des choses comme plusieurs médias en même temps, c'est séparer les médias et l'argent, c'est donner du pouvoir aux utilisateurs de médias, c'est-à-dire ceux qui regardent la télé, ceux qui écoutent la radio, ceux qui s'abonnent à un journal, qui sont considérés comme une espèce de masse inerte. Hein, alors ils se vendent des journaux, mais bon, toi tu t'es abonné, ça coûte des ronds de s'abonner, et tu comptes pour rien, c'est comme si tu n'existais pas, et donc tu peux passer des mains d'un type, d'une orientation à une autre. Bon, je prends ces exemples-là, et puis évidemment le conseil déontologique des médias qui permettent d'avoir un recours, parce qu'aujourd'hui il n'y en a aucun. C'est pas l'Arcom, cette farce ambulante, qui peut être considérée comme un recours pour nous. Donc, alors je termine en disant que nous, sur ce sujet, on doit le faire instruit par l'expérience. Parce que tous nos camarades de la vague des années 90-2000 en Amérique latine ont tous vécu dans l'illusion que ça pouvait s'arranger. Qu'on allait pouvoir s'entendre, du moment qu'on respecte la liberté, alors les journalistes allaient être responsables, les patrons de presse. Ça s'est terminé dans un carnage affreux. Moi j'ai vu là, par exemple, la presse au Venezuela, tu avais à la une des appels au meurtre contre Chavez. C'était inouï ce qu'ils avaient fait. Une année, ils avaient passé un film porno à midi. Ils s'étaient trompés, ce qui peut arriver, enfin ça paraissait quand même étrange. Et évidemment, le pouvoir a répliqué en coupant l'antenne. Je sais pas, une sanction genre 24 heures. Ça a été un cri dans le monde entier, le scandale, le pouvoir vénézuélien réprime la liberté de la presse. Alors à partir de là, il y a eu une espèce de panique à bord. Bon, évidemment, des pays comme le Brésil, où c'est des monstres médiatiques qu'il y a là. Lula tâtonnait. Christina Kirchner en Argentine a attendu trop longtemps. Alors elle, pareil, alors à la fin ça s'est terminé dans un face-à-face qui n'avait plus de sens. Elle interdisait aux journalistes de l'approcher. Donc il n'y avait plus de conférences de presse avec des journalistes argentins en Argentine, et quand elle allait à l'étranger, elle interdisait aux journalistes de venir. Bon, c'est pour vous dire qu'il y aura de ma part en tout cas, et puis de ceux d'entre nous qui sont bien informés de toutes ces réalités, aucune naïveté. D'accord ? Ceux qui croient qu'on ne va pas se rendre compte, ou qu'on ne sait pas, ou que on va... Non, je les préviens tout de suite, on le fera. Et puis on le fera pas, on fera jusqu'à la peau. Ça permet justement de faire une transition avec une autre question qui a été posée dans le chat et qui va nous permettre de parler programme, parce qu'aujourd'hui on a lancé les contributions programmatiques, et du coup tout ce que tu dis là sera évidemment dans le programme. J'ai une question, donc Sam Sagas sur Twitch qui dit: bonjour Monsieur Mélenchon, bonjour Madame Guettet, bonjour Madame Abou-Mangoli, bonjour tout le monde, je voudrais savoir ce que vous attendez des consultations citoyennes sur le programme. N'avez-vous pas peur, c'est pour ça que j'aime bien la question, n'avez-vous pas peur d'être pris sur votre gauche, qu'on propose des trucs beaucoup plus radicaux que ce que vous pensez? Et j'en ai deux autres. J'ai qui contacter, ça c'était des questions qu'on avait eues sur Instagram, qui contacter pour des idées d'amélioration du programme, donc peut-être tu pourras répondre. Et en lien, la nouvelle version de l'AEC, donc l'avenir en commun, c'est notre programme, c'est pour quand? Peut-être. En plus, c'est une grosse pression, hein. Ouais. Oh, il y a une grosse pression. Il y a une grosse pression pour savoir. Alors, c'est quand qu'on a le droit de dire des choses Alors, bon, on a ouvert ce matin les contributions citoyennes sur le programme. Les gens ont un mois, c'est du 20 mai au 20 juin. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on le fait à chaque fois, et que donc il n'y avait pas de raison cette fois-ci de sauter cette étape. C'est une étape où quiconque, inscrit sur la plateforme ou pas, peut participer, peut donner sa contribution. J'en profite pour remercier aussi les équipes qui ont participé à ça, parce que c'est un énorme boulot. Concrètement, vous allez sur mélenchon2027.fr, vous cliquez sur la mesure actuelle du programme qu'est votre sujet, dont vous avez envie de discuter, etc. Et vous pouvez la modifier, l'amender ou en ajouter une autre. C'est hyper bien fait et c'est très, très simple et très clair. On l'a fait à chaque fois, parce qu'on l'a fait en 2016 pour la campagne de 2017 et en 2021 pour celle de 2022. Et que ça nous paraît une étape... on va dire la première étape de la nouvelle réactualisation. Parce que Jean-Luc en parlera peut-être après, mais
nous avons l'impression parfois d'être un peu dans un jour sans fin sur le programme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de l'actualiser, on commence la réactualisation d'après. Là, on travaille sur la version de début 2025, qui est la dernière fois qu'on l'a mis à jour. Et évidemment, celle qu'on prépare là, c'est pour la campagne présidentielle. Pour des raisons très simples, on l'actualise tout le temps parce qu'il y a des choses factuelles qui changent. Le niveau de vie, des nouvelles lois macronistes dégueulasses qu'il faut absolument tout de suite abroger, etc. Et puis aussi, évidemment, parce que par ce qu'on fait à l'Institut Labo ici, par la réflexion des groupes thématiques qui font un énorme travail, il y a 41 groupes thématiques du mouvement, parce que les parlementaires produisent à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, et ben tout ça nourrit notre réflexion et évidemment elle n'est pas figée et évidemment on doit intégrer tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on a ouvert, ça dure un mois, en parallèle on fait des auditions. Les parlementaires vont mener ça commence demain, sur les questions écolo. Demain. Dans la salle, là, c'est ça, il y a un dispositif. Pour info, tout à l'heure, j'arrive dans ce qui est d'habitude une salle de réunion, il y a des micros partout. Oui. Et parce que le but, c'est quoi cette histoire maintenant? Qu'est-ce qui se passe là? Le but, c'est de les rendre publics et que tout le monde puisse y assister. On a reçu 1000 contributions dans la journée, donc il y a une attente. Et pour répondre, parce que j'ai pas envie de faire comme si j'avais pas entendu, est-ce qu'on a peur d'être pris par notre gauche? Il y avait un D'abord, j'ai fait ma propagande, il fallait que je le dise. Alors, est-ce qu'on sera pas pris sur notre gauche? Non, la réponse est non. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que... Non, mais parce qu'en fait, je pense que chacun voit de son propre point de vue. Là, on en a accumulé 1000. Par curiosité, je les ai regardés très rapidement et en diagonale, parce qu'il y a toujours un peu d'excitation les premières qu'on reçoit. C'est pas le cas. Enfin, si on a fait 22% la dernière fois, c'est parce que grosso modo, on est quand même arrivé à faire une sorte de point d'équilibre. Il y a des gens qui sont plus à gauche ou... Je vais rien dire de négatif. Oui, c'est ça. Qui, en tout cas, sur certains sujets, peuvent être un peu plus radicaux que ce qui a marqué dans l'avenir en commun. Mais il y a des gens aussi qui trouvent que ça va déjà trop loin. Bref, je pense qu'on arrive à des points d'équilibre. Je fais pas de la langue de bois en disant ça. Par exemple, il y a une des mesures, le SMIC, il faut l'augmenter. J'ai vu plusieurs contributions à ce sujet. J'en ai vu même circuler sur les réseaux sociaux. On en a déjà discuté avec Jean-Luc. Il est évident qu'il faut l'augmenter par rapport à ce qui était marqué en 2022. Le niveau de vie, il est passé par là, l'inflation, elle est passée par là, les gens, ils en peuvent plus. Bien sûr. Bon, voilà, il y a tout un nombre de choses. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles je pense que, je te laisse la parole après, mais je pense qu'on n'a pas de mal à admettre aussi qu'on progresse dans la réflexion, qu'il y a des sujets qu'on fait nôtres, qui étaient moins les nôtres dans la version 2012 ou dans la version 2017. Je pense typiquement aux questions antiracistes qu'on peut avoir incorporées. Je pense aussi aux questions féministes, parce qu'avec le temps, la pensée se développe et en tout cas, elle arrive jusqu'à nous, parce qu'elle a été développée depuis très longtemps. Et donc, évidemment, il y a des sujets qui évoluent. Et à vrai dire, c'est tant mieux, quoi. Il y a aussi des fortes attentes, moi je trouve. En fait, évidemment, le contexte international joue, mais il y a vraiment aussi un changement de priorité, aussi un changement d'analyse de ce qu'est la situation en France au prisme de ce qui se passe au niveau international. Oui. Et c'est là quand même que je trouve que la France Insoumise a réussi un réel travail d'acculturation sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, des militants, des sympathisants insoumis peuvent expliquer quelles sont les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz et du coup sur différents secteurs économiques. Ça, il y a vraiment une attente là-dessus, sur ces questions internationales, en tout cas sur l'impact des questions internationales sur ce qu'on va proposer au peuple. Et il y a aussi une autre tendance. Alors j'ai vu beaucoup, moi, Clémence, des gens qui disaient non mais regardez, le PS copie notre programme, c'est pas possible d'être en dessous. Bon déjà, je pense que la marche est un peu haute quand même. Si c'est qu'ils le mettent dedans, mais ensuite ils respectent pas vraiment ce qu'ils font. Je pense que les gens sont instruits. Et puis il y a aussi beaucoup de demandes futuristes. Du genre, la question de la robotisation, évidemment les questions liées à l'IA, le lien entre le développement de l'IA et le respect des droits de l'homme, des droits humains, et évidemment les nouvelles technologies liées à la préservation de la planète. Là-dessus, on est vraiment, je trouve, sur une caractéristique des sympathisants insoumis qu'on ne trouve pas ailleurs. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et comme les gens savent, à mon avis, que tu es quand même assez branché sur... parce qu'en fait, ce qu'on attend d'un président de la République, c'est pas juste un catalogue de mesures, mais c'est une projection sur 20, 30, 40 ans. Et il y a une forte attente là-dessus. Donc tu as la pression aussi. Ouais, non mais
je crois que l'affaire du programme, elle est extraordinaire entre nous, parce que l'intuition, au départ, c'était comment on refonde la gauche, parce qu'on partait de l'idée qu'elle était détruite, et qu'elle s'était elle-même enfermée, qu'elle ne se relèverait pas. Parce qu'en 2005, ils ont tous voté oui, à l'exception du Parti communiste et du petit parti de gauche que nous étions. Même les Verts qui avaient voté non à Maastricht ont voté oui au projet de constitution européenne qui, pour qu'on le rappelle, contenait tous les traités précédents. Donc eux, ils votaient oui après avoir voté non à Maastricht, et moi je votais non après avoir voté oui à Maastricht. Non mais c'est normal, c'était un grand recentrage de tout le monde. Moi, mon constat, c'était, tout ce qu'on attendait, rien ne s'est passé comme prévu, et tout ça n'a plus rien à voir avec l'idée qu'on se faisait de faire à échelle européenne ce qu'on n'arrivait pas à faire à échelle nationale, c'est-à-dire un socialisme démocratique, de progrès social, etc. etc. Bon, donc on s'est dit, non seulement c'est foutu, quand en 2008 ils ont voté le traité de Lisbonne, qui est la reprise de ce traité auquel les Français avaient dit non, mais quand ils votent tous le traité de Lisbonne, ils se mettent les mains comme ça, ils ne feront plus jamais un programme qui sort du cadre néolibéral, puisque c'est dans la Constitution. Donc c'était clair qu'il fallait faire autre chose. Et quand on a recommencé tout à zéro, ça a été possible grâce à notre alliance avec le Parti communiste. Donc dans ce que sont les Insoumis aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que c'est le résultat d'une convergence politique entre une organisation de petits partis de gauche et le Parti communiste, qui rend d'autant plus incompréhensible sa rupture avec nous, puis après son hostilité absolument instituée contre nous. Mais au moment où on démarre, nous on n'a rien, le petit parti de gauche. Donc on commence par dire, puisqu'on n'a pas de programme et qu'on ne sait pas le faire, en 3 mois, en 2 mois, on va faire des fiches. Et donc on a commencé avec 1000 fiches sur toutes sortes de sujets. Et évidemment qu'on prenait, comment on a fait pour faire ça? On prenait dans les programmes des syndicats, dans les listes revendicatives, et avec ça 1000 fiches. On arrive, et ça va, comment je pourrais dire ça très poliment, on n'était pas démunis par rapport à nos interlocuteurs communistes. Et à partir de là, il s'est créé l'idée qu'au fond, tout se basait sur le programme, qu'on pouvait être ce qu'on voulait, marxiste ou pas marxiste, anarchiste ou rien du tout, mais que c'était l'accord avec le programme qui était le cœur de tout. Et en faisant ça, mais tout ça c'est ce que je raconte là, c'est l'histoire racontée après coup. Dans le moment ça se fait. Hein. Et il y a un personnage qui est là, qui est dans le bureau où ça se fait, et ce personnage c'est Clémence. Et donc Clémence, pendant des jours, des nuits, des jours et des nuits, elle accumule des fiches, des machins, des trucs qui arrivent de partout, et avec ça ils font le premier programme. Et je pense que le programme est indépassable pour une raison très simple. C'est que nous avons immédiatement réparé la blessure là où elle était. La gauche était coupée de tous les dialogues avec les intellectuels. Quand elle prenait des intellectuels, c'était une escroquerie. C'était pour s'attribuer leur autorité. Alors, Monsieur Machin, qui est très intéressant, qui dit des choses très intéressantes, hein, et ben, il vient avec nous, hein, et puis il appelle à voter pour nous. Et c'était une espèce de transfert d'autorité qui est une escroquerie intellectuelle, parce que ça ne voulait pas dire qu'ils étaient d'accord avec, et surtout parler avec personne. J'ai été personnellement associé à 2 programmes du PS à l'époque de Lionel Jospin. Je peux vous dire que c'est sans doute les souvenirs les plus terribles de ma vie. Tu parles de 97 ou... Ah ben ouais, enfin c'était terrifiant. Il n'y avait rien qui était prêt. Lionel arbitrait au fur et à mesure des réunions des choses comme, je sais pas quoi, la durée, le nombre d'années de cotisation pour les retraites. Des gens racontaient dans cette salle, moi j'ai entendu des choses, je ne veux pas être méchant, mais c'était absolument inouï. Si bien, et lui faisait face avec beaucoup d'aplomb, parce que c'était sa manière d'être. Mais ce que ça voulait dire fondamentalement, c'est que tout ça ne valait plus un clou. Et donc, la méthode qu'on a utilisée après, je dis indépassable. Pourquoi? Parce qu'on a fait réparer à l'endroit où il fallait. On a repris beaucoup dans les programmes syndicaux, associatifs et autres. Ensuite, on s'est mis sur tous les points d'alerte. Là, par exemple, on n'a pas eu de mal à se mettre à réfléchir sur l'intelligence artificielle parce que c'est la manière d'être de la maison. Ah, il se passe un truc, alors on regarde, on a fait défiler du monde, on a écouté, on a réfléchi, et on n'a pas encore conclu. Après, j'ai raconté une fois, mais je tiens à le redire parce que
moi, si je fais pas des refrains, les autres, ils chargent d'en faire à ma place. Mais dire, ouais, c'est pas démocratique. Tu vois, je sais pas pourquoi. L'autre soir, j'entends Apathy dire ça. Bon, alors, eux, les filles, bon, c'est pas démocratique, mais bon, genre, c'est la schlag là-dedans. Bon, non, ça se passe pas comme ça. J'ai déjà dit, notre méthode, c'est la palabre sous le bagnon. Comme on a un programme. Donc, quand on reprend une question, parce que quelqu'un vient et dit « Ah non, ça va pas du tout, ce qu'on raconte là, on peut pas être d'accord avec ça. » Ah bon. Alors, on parle. Et c'est la palabre sous le bagnon. Tant qu'on n'est pas tous d'accord, on change rien. Donc, voilà. Et puis quand on finit par se mettre d'accord, qu'on a trouvé une... Donc on n'est pas en train de faire de la synthèse à la Hollande, vous voyez. Il y en a un qui dit A, l'autre dit B, alors on va dire B, A, B, etc. Et tout à la fin, tu sais même plus de quoi tu parles. Ça a plus de sens à la fin, ouais. Je connais, j'ai fait. Et ce machin, il n'arrête pas de tomber, c'est pas la peine d'amener du matériel pourri pour travailler avec lui. Regarde-moi ça. Alors, bon, donc, c'est toujours en lien avec la cohérence du programme que se bâtit l'insertion de chacune des parties. Sur l'intelligence artificielle, par exemple, on sait que le trait dominant, c'est panique à bord. Ouais. Ah la catastrophe, il va y avoir des millions de chômeurs, c'est l'épouvante qui commence. Et vous avez des gens qui, avec un ton très, tu vois, très définitif et péremptoire, disent eh bien là c'est le fondamental, car le propre de l'homme c'est de penser. Bon, tu peux à la première phrase coincer en disant ah bon. Non, parce que toi tu dis c'est de penser, et Rabelais lui disait que c'est de rire. Toi tu penses que c'est penser. Donc tu penses que c'est le propre de l'homme, les animaux ne pensent pas d'après toi. Alors là tu vois que l'autre il commence à trébucher, si, oui, non, c'est plus ce qu'il veut dire. Bon, et puis après, moi je reste sur la formule du mathématicien qui était venu à notre Valine, comment il s'appelle celui qui a une araignée là, qui a un titre. Villani. Cédric Villani. Avec la droite, je sais pas ce qu'il fout avec eux. Bon, il est avec les écolos maintenant. Il sait pas trop ce qu'il fout en fait. En tout cas, celui-là, moi j'ai trouvé merveilleux, c'est un matheux. Oui. Donc les matheux, ils ont souvent un formalisme intellectuel très dur. Oui, on en a un, nous. Oui, bah évidemment. Et le mec, il arrive à la commission et il dit mesdames, messieurs, les députés, mes chers collègues, je vais vous parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet très difficile parce que, voyez-vous, déjà, ça commence par un problème. On ne sait pas ce qu'est l'intelligence. Bon, j'ai adoré. Je me suis dit, enfin, un type sérieux qui ne vient pas nous bourrer la caisse avec des formules grandioses. Bon, et puis ensuite, quand Clémence a organisé les premiers entretiens, je ne sais pas si on a fait un colloque aussi. Oui. Et on a fait un ici. À l'Institut. Et qui était superbe. Et où là, on a appris des tas de formules. Donc, on fait comme ça. Voilà, ça c'est pour l'histoire du programme, sa place parmi nous, la place que joue. Et c'est parce qu'on travaille comme ça que l'organisation n'a pas besoin de produire sans arrêt des conflits théoriques pour régler des problèmes de personnes. Donc si vous voulez créer un problème chez les insoumis, ben venez avec un sujet, mais pas avec une querelle parce que ça sert à rien, on n'écoutera même pas ce que vous racontez. On va écouter, si quelqu'un va dire oui, non, enfin bref. Alors ça, c'est Clémence Guettet. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que c'est elle qui porte ça sur son dos depuis le départ, et c'est sa régularité de métronome qui fait que ce truc a tenu. Parce que je vous signale qu'on en est à 4 campagnes présidentielles, en intégrant celle de 2012, je viens de vous dire il y a un instant, on avait des fiches. Puis après, on a eu des programmes qui étaient écrits d'un bout à l'autre. Et à chaque étape, alors je termine là-dessus, c'est qu'on porte... Il faut bien comprendre dans le paysage politique actuel, tous les partis politiques, aucun ne porte une vision du monde. Ils portent, comme ils disent, des valeurs. On n'a pas bien compris ce qu'est cette métaphysique, mais bon, des valeurs. Alors, ils ont un mal de chien, parce que si les valeurs, bon, tout le monde préfère être gentil que méchant, solidaire que égoïste, mais après, c'est la politique et le programme qui prouve que ce que tu racontes, tu le fais. Et leur pratique politique, elle est purement communicationnelle. C'est des stratégies de communication. Nous, on a des stratégies de communication, bien sûr, mais qui viennent accompagner... Alors, après, on a peaufiné notre méthode, qui a été de poser des objets à détonation. Alors, la créolisation. Et en ce moment, ce qui est formidable, c'est que toute la superstructure médiatique surtout, parce que culturelle, elle est plus diverse. Dès que tu dis n'importe quoi, ils ramènent tout à une vision racialisée. Ouais, non, nous, on dit Nouvelle-France, ils comprennent qu'on veut la France communautaire. Mais attendez, mais c'est vous qui êtes cinglés, pas nous. Si tous les sujets, vous venez sur le communautarisme, c'est pas notre point de vue. Ils projettent leurs propres obsessions en réalité. Là, par exemple, alors après, c'est sans pitié, hein, parce qu'ils ont été très... donc, la Nouvelle-France, c'est la France des quartiers. Alors, nous, si on nous pose la question, on dit, oui. Mais pas que. Et puis, on essaye de montrer, bon, je ne vais pas le faire maintenant, hein, mais
Mais alors nos ennemis ont besoin continuellement de nous enfermer dans le fait qu'on a tort. Là, j'ai en main un article de La Croix. Tu sais que si on ne me pend pas après l'avoir lu, c'est que vraiment on est très bon. Parce que on dit que le thème Nouvelle-France, c'est du communautarisme. C'est pas les pires, hein, je crois. Pardon ? C'est pas les pires, je crois. Ah non, parce que c'est argumenté. Non, mais c'est sur Nouvelle-France, c'est le papier sur Nouvelle-France. Oui, tu l'as lu ? Oui. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je trouve que c'est pas le pire, parce que franchement, vu les débits de conneries qui ont été... Alors il y a des copains et copines qui passent leur vie à écrire et à répondre. On répond à tout le monde. Ouais. Dès que quelqu'un prend une tribune, alors c'est Iman qui en fait pas mal. Elle enchaîne. Elle est super forte. Hein. Ouais, elle enchaîne. Et ils ont fait, on a un travail, avant que quelqu'un nous rattrape, je veux dire, il va falloir qu'ils bossent. Hein, parce qu'on a maintenant plus d'1 an de travail sur cette question d'accumulation de données. On en a même presque trop. Puis c'est vraiment, enfin le concept a quand même l'immense avantage, vu qu'ils parlent, comme ils n'ont pas compris, mais que ça parle du pays lui-même tel qu'il est. Eux, ils partent sur leur dinguerie raciste ou. Mais en fait, d'un seul coup, tu dis, par exemple, on a eu un débat. Je pense que c'est une information qu'on peut donner. On a eu un débat en réunion de groupe une fois où il y a quelqu'un qui dit la Nouvelle-France, c'est aussi des gens qui sont vieux. C'est vrai, par rapport à 1958, il y a un vieillissement de la population. Il y a un vieillissement de la population, oui. Mais tu vois, et d'un seul coup, tu dis longtemps. Ah ouais, c'est vrai, il faut qu'on parle de cette partie-là et tout. Et en fait, ce que n'ont pas compris nos adversaires, je pense, c'est que comme on décrit des phénomènes matériels et des réalités matérielles, ils peuvent bien prendre le truc par le bout qu'ils veulent. En fait, ils n'aiment pas le pays tel qu'il est, c'est ça leur problème en réalité. C'est ça la difficulté. Parce que les gens s'y reconnaissent. Mais bon, nous on parle des choses telles qu'elles sont, quoi. Et voilà. Non, mais tu as raison, c'est un bon exemple que tu as donné là. Mais alors après, disons aussi les choses comme elles sont. Nous sommes sûrs de les vaincre, parce qu'ils n'ont aucun argument. Ils ont des peurs à agiter. Et l'art de la tactique de combat consiste à les entraîner dans une impasse. Donc quand on a sorti Nouvelle-France, comme on avait vu comment ça s'était passé à Créolisation, on connaissait le résultat d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont chargé sur la ligne raciste. Ils sont enfermés là-dedans, à plus savoir quoi dire. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a une limite aussi. C'est que si tu veux aller te faire lire dans certains coins, c'est pas sûr que ça soit la meilleure idée de commencer par insulter tout le monde. Et ils sont pris là-dedans maintenant, ils ne peuvent plus en sortir. Alors, c'est pour ça l'article de La Croix, il m'a paru particulièrement pervers, parce qu'il dit, non mais Mélenchon, il a rectifié. Oui, non. D'accord. Et il met à la fin, est-ce que ça va marcher, sa version édulcorée ? Alors la version édulcorée, c'est celle qui intègre les femmes, les personnes âgées, les jeunes. Bon, parce que ce qui m'a fait rigoler dans cette bataille-là, parce que Créolisation, honnêtement, j'y croyais pas qu'on me tape dessus comme ça. Ah ouais ? Fou, non, mais des gens tellement intelligents. Ah, moi, je suis persuadé, moi. Ah bon ? Ah ouais. Oui. Ah ouais, si, parce que c'est un il veut remplacer le peuple français, il veut détruire la langue française, enfin, on se demandait ce que je comptais faire. Et là, sur la Nouvelle-France, je m'y attendais. Et donc, ça m'a fait rire de les voir. Surtout qu'il y avait une question qui n'ont même pas regardé. C'est pas la première fois que quelqu'un parle de Nouvelle-France. De Gaulle en a parlé, Jospin en a parlé. Chirac. Tout le monde. Pourquoi on parle de Nouvelle-France ? Il devrait se poser cette question. Puis il y en a une qui devrait se poser encore plus que toutes les autres. C'est nouveau depuis quand ? Oui. Depuis quand ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Puis par rapport à quoi ? Puis voilà, ouais. Oui, je réponds pas là parce que faut franchement, on pourrait faire un spécial rien que sur ce sujet-là. Ah ben, on peut rigoler. Mais ça énerve aussi quand on avance la francophonie et qu'on déplace la question de la langue en dehors de la France. Ça énerve également, ça. Ouais, totalement. Et à tel point que, franchement, je suis désolée, mais... il n'y a pas longtemps, donc il y a eu le sommet France-Afrique avec Emmanuel Colomb-Macron qui calme les Noirs en fait quand ils sont un peu une par jour. Et il a repris ce qu'on a dit sur quand on est parti en RDC, c'est le pays où la langue française est le plus parlée, l'avenir de la langue. Enfin, bon voilà, sauf que quand on en parlait, nous, c'était regarder les colons, alors que nous, c'est absolument pas du tout ce prisme-là. Ça a été le plus dur, hein, si tu t'en souviens, quand on a commencé, c'est que nous, on savait que notre première difficulté, c'était déjà qu'on nous accepte. Parce que quand même le bilan était un peu lourd avec l'affaire Macron. Donc être autrement la France. Deuxièmement, enlever à tout ce qu'on disait sur la francophonie le côté la bonne opération pour des Français. Donc il fallait que nous on soit bien plein de ça parce qu'on a bien travaillé. Et là, mais là où je te donne raison 1 million de fois, c'est que ils font des sauts périlleux arrière dans leur tête.
quand tu leur dis « Ah oui, ça y est, vous avez enfin compris que la langue française appartient à ceux qui la parlent déjà. » Comment, quoi? Pas du tout la langue française. Et à leur bannière aussi. Voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est cette partie-là aussi qui pose problème. Et quand tu leur dis 9 francophones sur 10 à la fin du siècle seront en Afrique, alors là, c'est l'évanouissement. Le coup de téléphone nerveux au SAMU pour récupérer les gens. Et c'est vrai que, voilà, ils sont là-dedans. C'est une panique, c'est une espèce de panique... qui n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, là encore, tu parles de réalité matérielle, c'est-à-dire tu dis on parle de choses qui se passent, qui vont se passer, et c'est plutôt une chose positive de pouvoir avoir une langue en commun pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler. Elle, bien sûr, il y a une origine, il y a une dimension coloniale, et il y a cette dimension qui existe au point de départ et qu'on nie pas. Mais le point d'arrivée où on en est aujourd'hui, c'est qu'on peut parler ensemble, ce qui est une chose hyper positive. Mais tu as souvent une vision des choses chez nos adversaires politiques qui est tout est noir, tout est négatif, le tableau est sombre et il ne peut rien y avoir de positif qui sort surtout qu'on ne comprenne toujours pas la réalité. L'autre jour, on recevait des camarades tchadiens. Ah oui. Bah, t'étais là? Oui, j'étais là, ouais. Et le copain, il dit ah, non, mais attendez, nous, la francophonie, on prend ça très au sérieux, ce que vous nous dites, ça nous intéresse, on veut en parler, parce que nous avons plusieurs langues et cultures dans notre pays, et les gens parlent leur langue maternelle, etc., et le français nous sert de langue commune. Donc c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder les choses, et pas en commençant à paniquer. Enfin, ils font bien ce qu'ils veulent. Comment être utile en tant que locuteur, en fait, de la même langue? Comment être utile pour faire du lien? Comment être utile pour mener des projets communs dans une relation d'égalité? Et ça, manifestement, ça met du temps à infuser. Mais tu sais ce qui est rigolo avec les pseudo-intellos avec lesquels on se fracasse, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays. Ils ne savent pas que la langue française, c'est une décision politique, personne ne parlait français. Le provençal, l'occitan, le breton, le basque, c'était des langues de masse. Les plus étendues étant les langues latines, occitan, provençal et compagnie, qui étaient très subtiles. Et le roi décide qu'on va parler français pour une raison très simple, c'est que personne ne le parlait. Et que donc le pouvoir d'interpréter les textes n'était plus chez les curés en latin, mais en français. Donc ça devenait un pouvoir de l'administration de l'État. Et à peine la langue était-elle créée que les gens s'aperçoivent qu'on manque de vocabulaire, donc ils inventent des mots. Et tout ça, c'est une histoire, là, j'abrège. Hein. Donc, quand tu parles du français, on a l'impression que le français est né et coule dans nos veines comme une matière constante. Ça a été une bataille. C'est une invention. C'est culturel. Tu vois, une invention pure et simple et qui s'est. Et le débat, en quoi consiste la langue française? Nous, la réponse qu'on a fait, c'est la langue appartient à ceux qui la parlent, mais on n'a rien inventé. C'est quelque chose qui a été dit avec ces mots au début du XVIIe siècle, quand il y a des querelles avec des gens que nous on aime beaucoup, les premières féministes qui disent, en moins une d'entre elles qui dit non, le seul français valable, c'est celui qu'on parle à Paris, et d'autres qui disent non, on ne peut pas prendre le problème comme ça, on doit le prendre par tous ceux qui parlent français, le français c'est la langue qui parle. Donc c'est des débats qui ont déjà une profondeur historique. Alors ceux-là même qui viennent nous raconter des salades sur le caractère éternel et immortel et permanent de la langue française ne connaissent même pas l'histoire de leur pays et des conditions dans lesquelles la langue française a toujours existé. Et quand on dit qu'on va faire une académie francophone, il faut voir dans quel état ça met un tas de gens. Vous n'y pensez pas. Des Congolais vont nous dire comment on parle français. Ben oui, mon gars, parce qu'ils sont plus nombreux que toi, ils parlent le français. Donc tu peux raconter ce que tu veux, mais eux, ils parleront comme ils voudront. Et ça, moi, c'est ce qui m'excite le plus dans ces batailles, c'est qu'ils ont perdu d'avance. Je n'ai que à dominer et à maîtriser la patience. Quand je vois des gens aussi intelligents que M. Guénaud, vous voyez qui c'est? De droite, très bon. Il a écrit une tartine dans le Figaro, comme ça, mais c'est absolument inouï ce qu'il raconte contre moi. Que je veux dissoudre le peuple français, que à cause de mes amis chinois et que je veux établir ma dictature. Enfin, c'est tout ça à propos de la langue. Je lui ai répondu parce que je trouvais qu'il avait fait un effort. Non, mais sans blague. Et puis le Figaro a ça de correct, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose sur un sujet comme ça contre nous et qu'on écrit une réponse, il publie la réponse. Le Monde te refuse les tribunes. Hein. Libération, c'est pas fait pour être lu, donc n'en parlons pas. Mais des journaux qui
se lisent, il y en a peu qui acceptent le débat intellectuel. J'ai une question qui nous fait... Pourquoi tu rigoles? Non, la balle perdue pour Libé. Mais je valide. Oui, tu valides. J'ai une question qui est un peu une question d'actu et qui rejoint les sujets internationaux, mais par un autre bout, sur les ingérences, parce que c'est un gros sujet là du moment. Une question qu'on nous a posée sur ta chaîne YouTube. Bonsoir Jean-Luc, Clémence, Antoine, Nadège. Comment comptez-vous protéger la campagne présidentielle? Alors c'est à nous, c'est sur nous. Comment comptez-vous protéger la campagne présidentielle, voyant les ingérences étrangères, notamment provenant de mouvements israéliens ou pro-israéliens? Et pour expliquer peut-être à ceux qui n'ont pas forcément suivi, là il y a eu des révélations qui montrent que pendant les élections municipales, plusieurs de nos candidats ont, et ça a été une enquête notamment qui a été faite, je crois, par Viginum et par la presse ensemble, mais qui montre qu'il y a eu des ingérences étrangères, notamment d'une société israélienne, j'ai oublié le nom, c'est BlackRock, il y a BlackRock ou quelque chose comme ça. Mais une société israélienne, donc on ne sait pas à ce jour quel est le commanditaire, enfin qui est à l'origine de la commande, même si la société, en l'occurrence, on sait où elle est implantée. Et c'est vrai que le sujet des ingérences étrangères, il y a plusieurs bouts par lesquels il arrive. Il y a à la fois essayer de faire des manipulations électorales, ça c'est un des gros enjeux de la campagne présidentielle, et il y a des mécanismes de déstabilisation, et que notamment, moi je l'avais vu dans le rapport que j'avais fait sur l'organisation des élections, où c'était essayer de cliver à l'intérieur du peuple, et notamment sur des sujets excités de la haine raciste, des choses comme ça. Et ça, c'est deux gros sujets, diviser le peuple d'un côté et manipuler dans les élections. Et ça, il y a comment on réagit face à ce sujet des ingérences étrangères. Je ne sais pas lequel de vous... La réalité, c'est que ça ne devrait même pas être à nous de réagir. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, le fait qu'un État, un pays comme la France... soit informé de ces tentatives d'ingérence, et notamment celles que tu viens d'évoquer, sur ces officines qui ont agi depuis Israël et que ne convoquent même pas l'ambassadeur. Ouais, c'est clair. Voilà, nous avons François Piquemal a posé la question. En fait, le Minounez n'a pas répondu. En tout cas, a répondu oui, c'est grave. Bon, ok. On est vigilant. Oui, ok. Mais à la question, allez-vous convoquer l'ambassadeur? Pas de réponse. Et puis bon, le profil de ce dirigeant de société est pour le moins intéressant. C'est quelqu'un qui manifestement qui était membre des services de renseignement israéliens. Et la réalité, c'est que bon, lorsqu'on a pris connaissance de ces manipulations contre Sébastien Delogu, François Piquemal et David Guiraud, on se doutait bien d'où ça pouvait venir. Parce qu'en fait, même les thématiques d'excitation, c'était quand même à l'égard de nos positions concernant le génocide en Palestine. Bon, alors évidemment, comme on ne veut pas rentrer dans l'ère du complot, on attend d'avoir des éléments. Nous, on est des personnes responsables. On attend d'avoir des éléments avant de pointer les choses. Parce que lorsqu'il y a eu ces tentatives de division du peuple que tu as évoquées, avec des gens qui viennent mettre des mains rouges, mettre des... C'était 4, il y en avait 4. Les étoiles de David, et qu'après ils s'envolent, bon, nous on attend sagement, on attend les informations des autorités. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais de suite. Et donc là, on est face à quelque chose d'assez grave. Et il a fallu que le journal Haaretz, qui est à peu près... c'est quand même fou, c'est quand même que le journal Haaretz, la presse israélienne, c'est là qu'on a la plus grande liberté de parole sur notre analyse de la politique génocidaire de Netanyahou. Et c'est eux qui mènent les enquêtes. Ensuite, Libé a repris, a raccroché, en fait. Mais en fait, déjà, on a un gouvernement qui est à la dérive et qui ne voit pas quelque chose. C'est que c'est pas juste la France Insoumise en tant qu'opposition qui a attaqué, c'est le pays. Et donc, ils ne sont pas à la hauteur de la protection qu'on doit attendre d'un État souverain. En fait, là, on parle des élections. Mais c'est ça ce qui est assez dingue, c'est que je pense que ça arriverait à un parti qui n'est pas la France Insoumise. En fait, nous, on n'a pas le droit au minimum de respect qui devrait être dû à un parti. On est je crois le troisième parti représenté à l'Assemblée nationale, le troisième plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et on n'a pas le minimum de considération qui fait que les gens traitent ça comme un problème démocratique, quoi. Et donc du coup, ça se retourne contre tout le monde. Parce que c'est la France Insoumise, on fait le dos rond.
Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas juste la France Insoumise, là. Enfin, et je trouve que c'est un manque de dignité nationale. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est la perte de... Il y a baston sur ce qui... On se fait signe avec... Monsieur Mélenchon, Madame Guettet, lequel d'entre-vous? Bon, alors, Clémence. Je t'en prie. Bon, je pense, comme vient de dire Nadège, que c'est très grave, et tu as bien décrit à la fin. Si on dit, oui, c'est la France insoumise, donc on s'en fout. Tous les coups sont permis. Hein, et puis après, ça se retourne contre tous les autres. Et ça, c'est quelque chose que nous, on maîtrise depuis le début. On sait que c'est sur nous qu'on essaye des mauvais coups qui sont destinés à toute la société. Ce qui se met en place, c'est un système de commandement. Il y a des figures imposées, tout le temps les mêmes, dans tous les pays du monde. Partout, avec le même vocabulaire. Premièrement, l'antisémitisme. Tout adversaire du système est qualifié d'antisémite. Avec des campagnes qui ont été d'une violence croissante, parce que suivant les pays, il y a un terrain plus ou moins favorable d'indignation légitime face à la question de l'antisémitisme. En Amérique latine, l'antisémitisme est moins bien compris dans sa violence et sa dangerosité que sur le continent européen, qui a été le continent du massacre, que les Allemands ont entrepris dans la Shoah. En Amérique latine, c'est plus lié à une vision du christianisme. Mais tout a été fait pour taxer d'antisémitisme, un après l'autre, tous les leaders de la gauche, sans exception. En commençant par Chavez, c'est Libération qui avait monté cette cabale contre lui sur la base d'une traduction falsifiée, parce que Chavez, qui était parti dans un de ces trucs, parce que les camarades, ils sont sympas, mais alors dis donc, on s'est tapé des prêches de curés de première grandeur. Ils sont tous membres adhérents intellectuellement de la théologie de la libération. Ils sont tous très chrétiens. Et donc, à Chavez, un discours sur deux, ça commençait par toutes sortes de considérations sur le Christ, la croix et le reste. Non, mais attends, tu rigoles, mais moi je me suis tapé un discours de Chavez, un quart d'heure, sur la croix qui brillait au loin, le Christ commandant des peuples. Il tombait une flotte comme si on nous avait jeté des seaux d'eau sur la tête, de la pluie tropicale, tu vois. Alors on était là, ça dégoulinait de partout. Bref, alors ça, c'était Chavez. Et ils lui ont collé, alors il était parti dans un discours et il dit oui, ce sont les mêmes qui ont crucifié le Christ et Simon Bolivar. Personne n'a crucifié Simon Bolivar, qui n'a pas été... Mais enfin, pour lui, si vous voulez, c'était l'imagerie contre l'Empire. Bon, on a compris, il s'en prenait aux États-Unis d'Amérique, il n'y avait rien là-dedans d'antisémite. Il faut voir l'histoire. Libé fait une page entière. C'est comme ça que moi, je suis devenu chaviste. C'est-à-dire en m'apercevant que Libé mentait. Alors il y avait une photo de Chavez qui regardait au ciel avec les mains comme ça, je ne sais pas pourquoi celle-là, et le titre sur toute la page c'était « Le credo antisémite de Chavez ». Voilà. Donc là j'ai compris qu'il mentait en lisant le texte en espagnol, et j'ai bien vu que c'est pas vrai, c'était pas ce qu'il disait. Mais ils ont fait la même chose à tout le monde. Bref. Et après, quand c'est arrivé en Europe, le banc d'essai, ça a été... l'anglais. Corbyn. Voilà, Jeremy Corbyn. Et là, et Corbyn, au lieu de résister tout de suite la baïonnette au canon, il a commencé à dire non, mais attendez, on va voir. Et alors là, il a été submergé. Et on est arrivé jusqu'au moment, et moi j'ai protesté, ce qui m'a valu après d'hériter de l'étiquette, parce que le grand rabbin anglais dit il n'est pas digne d'être Premier ministre. Je dis chez nous, les religieux ne donnent pas un avis sur qui a le droit d'être Premier ministre ou pas. D'accord ? Je ne savais pas à l'époque ce qui m'attendait après. Et donc ça a été alors l'antisémitisme. Ensuite, il y a la drogue. Dans tous les pays du monde, maintenant, celui qu'on attaque, le leader de gauche, en général, est un suppôt des cartels de la drogue. Et un par un. Alors, évidemment, Chavez... Maduro, c'est ce qu'ils lui ont fait. Hein. Oui. Maduro, quand ils l'ont arrêté. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les chefs d'accusation liés à la drogue sont tous tombés. Ils vont être jugés pour autre chose. Bien sûr. Bon. Mais ils ont fait la même chose dans tous les pays. Et maintenant, ici, arrive la même chose. Tu as vu pour Bali ? Narcotrafiquants, la mêlée des narcotrafiquants. Et alors, attendez, je peux faire une petite insiste ? Vas-y. Je veux répéter, et il faut l'avoir en tête, que la personne qui a lancé cela contre Bali Bakayoko est l'ancien maire socialiste Mathieu Hanotin. Parce qu'en fait, on accuse l'extrême droite. C'est une panique morale qui a été lancée par un dirigeant socialiste. Voilà, il faut tout le temps le répéter. Oui. Mais ils sont...
ils sont souvent, jamais ils ne défendent qui que ce soit, hein, que ce soit sur l'antisémitisme, la drogue et d'une manière générale. Donc il y a des figures comme ça imposées. L'intervention étrangère, honnêtement, on entendait parler de Russes, on entendait parler de... Ouais, c'est ça. Et puis tout d'un coup, ça veut dire les Russes. Ah ben non, oui. mais il y en a aussi des par exemple, Oui. les trucs du mémorial de la Shoah, des étoiles de David, ces trucs-là, c'était pour le coup un des groupes qui était organisé. Enfin, la méthode d'action, c'est toujours la même. C'est une action de terrain avec un truc qui va choquer. C'était pareil sur les têtes de cochon devant les mosquées. Un truc qui va choquer et qui va exciter la haine à l'intérieur du peuple sur des bases soit religieuses, ça, soit... les uns Voilà. contre les autres. Ensuite, c'est ça le but. C'est ça. Donc tu as une action qui est limite commando, en fait, un petit groupe de personnes payées par une puissance étrangère, des photos qui sont prises, qui sont mises sur les réseaux sociaux. Là intervient une deuxième couche de l'ingérence avec une amplification du bruit sur les réseaux sociaux, avec l'objectif direct de viser les médias pour que les médias se saisissent du truc et tombe dans le piège, en fait, parce que c'est un piège. Le piège. Mais pour qu'ils se saisissent, et ils se saisissent du truc. Exactement. Surtout si la mèche, c'est un choix. LFI. C'est un choix. Mais bien sûr. Et ne corrige pas ensuite une fois que l'ingérence est connue. Par exemple, là, sur les mains rouges et le reste, dans l'ambiance antisémite, virgule, entretenue par LFI, virgule, ceci et cela. Donc, comme s'il y avait un lien entre nous et tout ça. Donc, le système médiatique officiel est directement complice. Nous, on sait maintenant... Ici, on est équipé de bien des choses. Donc, on surveille la sphère. Comment ça se passe? Exactement le scénario que vient de décrire Antoine. Mais pas seulement pour les ingérences étrangères. Le tam-tam d'extrême droite choisit un thème, n'importe lequel, sur la base d'une provocation. Un discours est imposé immédiatement, explicatif. Et il le tambourine jusqu'à ce qu'il devienne assez important en tendance et... Le média traditionnel le prend en charge à ce moment-là, sous l'aspect est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a... la question se pose, etc. Et il valide la démarche du complot. Alors, et si jamais tu dis que c'est un complot, tu te fais traiter de complotiste, comme ça la boucle est bouclée. Et les interventions étrangères, nous, on a été sidérés d'apprendre... je ne sais pas pourquoi, on était peut-être naïfs, on s'est dit, pas nous, quoi... Comment on pouvait imaginer que les Émirats Arabes Unis allaient s'en prendre à nous? Mais quelle raison on avait? Nous ne savons même pas où c'est pour certains d'entre nous. Ni quoi. Et ce machin qui n'arrête pas de tomber. Voilà. Bon, bref. Les Émirats Arabes Unis qui ont monté contre nous un ou deux complots. Carlos Martins Bilongo. Voilà, Carlos Martins Bilongo. Et repris par le média officiel, sans aucun recul. On commençait à relayer les calomnies contre lui. Et à chaque fois, après, le mal est fait. Là, nous parlons de plusieurs... Nous parlons de Sébastien Delogu, David Guiraud, François Piquemal. Il y a eu aussi pour Sophia. Ces trois-là, c'est parce que les trois étaient candidats aux élections municipales dans des grandes villes. Et on démarre la campagne où tu te tapes une rumeur pourrie qui continue des fois à circuler. L'autre jour est passé sur l'algorithme envoyé, celui sur Delogu qui était accusé de crime, etc. Delogu, qui s'était fait choper sur la livraison du mec qui était censé lui avoir exactement. envoyé la drogue. Il a eu aussi le truc de la drogue, Sébastien. Ouais. Alors c'était un livreur de drogue. On revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur le trafic de drogue. Oui. Non, voilà. Mais tu vois, c'est bien construit. Donc tu commences ta campagne et tu te ramasses une saleté de cet ordre-là. Et à chaque fois, le reste des acteurs entrant, par exemple à Toulouse, Piquemal, il a droit à ça, plus la transformation de la cérémonie se transforme en une émeute contre nous. Oui. D'ailleurs, les socialistes qui, pour la première fois de leur vie, étaient pris dans un truc pareil, le choc pour eux, psychologique, il a été gigantesque. Et je crois à la sincérité de ceux qui m'ont dit que les militants socialistes qui subissent ça étaient... Enfin bref. Alors, ça explique comment ils s'y prennent et la méthode de diffamation. Pour ma part, je termine là-dessus, ça fait 15 ans que j'ai droit à un papier soi-disant résumant un article du Canard enchaîné. Tu peux le laisser. Et camarades, laisse tomber. Ça fonctionne avec celui-ci. C'est au cas où il tombe en panne. Mais là, il tombe pas en panne. C'est celui-là qui tombe pas en panne, il tombe de non, mais tu peux le laisser. Non, mais si tu achètes une pince, Antoine, tu achètes une bonne pince. Figure-toi que j'ai eu la réponse à cette question-là et on m'a dit que c'était particulièrement cher, ce truc-là.
En plus. Et que donc Maxime allait s'évanouir si jamais je lui disais qu'il fallait racheter un micro. Mais tu peux l'enlever, celui-ci fonctionne, on s'en fiche. Non, mais ça m'est égal, mais ça arrête pas de tomber. Oui, je sais bien. C'est quand même toi le chef là-dedans. Ben, je me rends compte, donc Non, mais attendez, vous affolez pas. Je vais faire des déclarations importantes, Maxime, on a besoin d'un nouveau micro. En attendant, j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Donc, il y a un article du Canard enchaîné, qui n'a jamais été du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné n'a naturellement jamais démenti. Les seuls qui aient démenti une fois, c'est une brève de l'AFP. Et alors je suis, Mélenchon, il est richissime. Alors j'ai 2 appartements, j'ai 3 chevaux, 2 voitures. Une fois j'ai dit, je vous permets. 3 chevaux. J'ai raté les chevaux. Oui, j'ai des chevaux. Et je me permets de signaler que je ne conduis pas, donc que ferais-je de 2 voitures? Et là c'est reparti. Mais je vais vous dire, on est ensemble sur la voiture. C'est pas à la limite, tu vois, mais d'où on tire que pour avoir le droit d'être de gauche, ou pour être de gauche, il faudrait nécessairement être dans « profite et tais-toi ». C'est-à-dire, si tu as du fric, alors tu ne peux pas être de gauche, tu ne peux pas te battre pour les autres. Bon, alors, bien sûr, je n'ai rien de tout ça, cette fortune n'existe pas. Voilà, et je termine en disant, comme toujours, quand un mec prend 1, une fille prend 5. C'est vrai aussi. Par contre, là, sur nos trois camarades, moi, je trouve ça vraiment très très grave, j'insiste là-dessus, parce qu'on parle quand même de Toulouse, de Roubaix et de Marseille. Ouais. C'est pas, sans acrimonie, sans mépris pour les autres villes, on parle quand même des plus grandes villes de France, et c'est inquiétant pour la suite, quoi. Ouais. Et Toulouse, en plus, on frôle la victoire à peu de voix. C'était un vote assez serré. Après, on en a discuté en réunion de groupe. Il y a Aurélien Saint-Toul ou c'est Hugo Bernassis, je sais plus. L'un des deux a dit quelque chose qui est assez évident, mais que je trouve quand même intéressant, c'est que sur ces histoires d'ingérence étrangère, on aura beau multiplier les outils de surveillance, perfectionner les technologies pour détecter, etc., etc. Les technologies malveillantes, elles vont toujours plus vite que ce qu'un gouvernement est capable de faire. Il rappelait le fait que ce qui a été jugé le plus utile par plein d'experts, c'est l'éducation à l'esprit critique et aux outils. Et je trouve que c'est quand même assez fondamental de le redire parce que les jeunes, notamment, ont un rapport à l'IA que je pense aucun d'entre nous autour de cette table n'a. Quoique, je ne sais pas, je connais pas vos pratiques, mais en tout cas, voilà, pour les cours, pour des trucs que nous, on n'a pas connus, quoi, qui est quotidien. Et c'est clair que je pense qu'on a des enjeux à intégrer, y compris dans les programmes, des temps qui soient dédiés à ça, de comprendre comment ça fonctionne, et puis de formation de l'esprit critique des citoyens, parce qu'il n'y aura jamais rien de plus efficace pour éviter justement ces trucs de déstabilisation qui visent à diviser le peuple et donc à atteindre les gens directement dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils... Et le sang-froid aussi, parce que moi je suis désolée, mais pour revenir sur les affaires de déstabilisation que tu as détaillées, Antoine, et même sur la déstabilisation des élections, nous, moi je trouve qu'on a été dans une posture, on attend, on n'excite rien, et le fait d'attendre d'avoir des vraies informations, après ça nous est reproché, mais la réalité c'est qu'il faut avoir du sang-froid. Exactement. Et c'est ça la difficulté, comme ça vise ce type d'ingérence-là. Il y en a qui nous visent nous directement, c'est vraiment pour le coup c'est de la manipulation électorale, mais en général ça va être des ingérences qui vont tendre à exciter la haine dans la population. Donc le premier réflexe, ça doit être d'abord celui de la solidarité avec les personnes qui sont directement visées. Et le piège, c'est de commencer à s'engueuler entre nous sur des choses comme ça. Et c'est justement ça qu'ils cherchent. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui tapent la France insoumise sur ce thème-là en disant, comme tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas quoi, vous excitez la haine antisémite, alors que littéralement, on est, je pense, un des seuls programmes à avoir des mesures sur ce sujet pour lutter contre toutes les formes de racisme. Ceux qui tombent dans le panneau de nous taper dessus font le jeu des puissances étrangères. Et c'est ça que les gens n'ont toujours pas compris. Exactement. En fait. Et il y a un enjeu, et c'est ce que tu disais, mais il y a un enjeu à faire comprendre ça et à ce qu'on règle l'élection, mais dans les urnes, à la loyale. On a des programmes, on a d'ailleurs encore des sujets à évoquer ce soir, mais on a un programme, vous pouvez choisir d'aller soit continuer avec Macron, soit encore pire avec les racistes du fond de l'hémicycle là-bas, ou bien changer de société avec nous. Ouais, mais pour faire le lien avec le début, parce que quand tu dis ils font le jeu de puissance étrangère, il y a des gens qui sont d'accord.
Et on a oui. Ils sont pas de pauvres innocents manipulés. Ah non, bien sûr. Ils sont d'accord pour le faire. Bien et sûr. Dans l'officialité médiatique, les voies de recours, puisqu'on a commencé par ça, il n'y en a pas. Et puis quand tu critiques un média, ça peut être injuste, parce que c'est pas tout le média. Oui, moi, je suis en guerre contre la rubrique politique de plusieurs médias, mais le reste du journal, je le lis. Ça m'intéresse, j'apprends des choses, mais des fois je me dis, mais s'ils mentent sur moi, ils mentent peut-être aussi sur les autres. Bon, là on vient de parler d'ingérence étrangère, mais je veux absolument quand même faire cette petite remarque pour montrer les méthodes pourries de rédaction politique qui nous sont hostiles. Le grand journal des révérences, qu'est Le Monde. Ah oui, le titre qui est complètement dingue. Oui, mais on attend les excuses. Ah ouais. Ils mettent comme titre « Ingérence numérique étrangère ». Une action judiciaire est engagée après des soupçons visant des candidats LFI, annonce Laurent Nunez. Tu croirais que c'est nous. C'est nous les coupables qui sommes soupçonnés. Et c'est pas que. Oui, on a l'impression que l'enquête vise des candidats LFI. Oui. Quel recours t'as? Zéro, il n'y en a pas. Le même journaliste du Monde, parce que c'est toujours le même, qui règle des comptes avec nous depuis qu'il est à l'Express, et maintenant il est devenu le chefissime de la rubrique. On fait tout le temps ça. La dernière fois, il a inventé une citation de moi. J'aurais dit faites mieux sans moi. Ah oui, je me souviens. Et tous les jours, il y a un truc comme ça. Il y en a tellement. J'ai dit à un gars, j'aime bien l'AFP parce que j'aime bien qu'on ait une agence. Mais ça va, quoi, ils exagèrent. Je lis la dépêche, c'est Maduro, après l'arrestation du président Maduro, déchu. Pardon, il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Il n'est pas déchu, il est retenu contre son gré. Mais ça ne les dérange pas. Or ça, ils savent ce qu'ils font. C'est l'ambassade des États-Unis. C'est la manière de parler de l'ambassade des États-Unis. Et quand même, comme moi, je vous lis un peu des choses qui vont et qui viennent, des éléments de langage, je reconnais comme ça. C'est pourquoi la question de la presse qu'on a évoquée tout à l'heure, elle est aussi fondamentale. Parce que, comme tu l'as dit, on a le droit normal d'être d'accord sur rien. On peut être d'accord sur rien, ni à propos de l'Amérique latine, mais au moins sur des bases honnêtes, pas sur des bases de manipulation, où par les mots, on te fait voir une réalité qui n'existe pas. Maduro n'a pas été autre chose que... Il n'a pas été capturé, il a été enlevé. Et je prends cet exemple, mais là c'est pareil. Qu'est-ce qui va rester de ceux qui regardent? Ils lisent comme ça en vitesse. Ah bon, qu'est-ce qu'ils ont encore fait, les filles, avec l'étranger? Ah, ils ont dû se mettre d'accord avec les Chinois, les trucs habituels, quoi. Les Chinois ou les Russes qu'on nous colle sur le dos pour un nom, sans tenir aucun compte de ce qu'on raconte. J'ai vu des gens me dire, alors comme ça, pour vous, il n'y a qu'une seule Chine, hein? Alors Taïwan, c'est... dis pardon, mais c'est la loi. J'ai pas moi qui ai inventé ça. Moi, je sais pas quoi. Chez moi, le soir, en discutant, tu vois, et tout est comme ça. Ouais. Alors, c'est pourquoi il faut qu'on défende, parce que tout à l'heure, Clémence disait, il n'y a pas d'autre outil que l'éducation, l'esprit critique. Je crois que fondamentalement, c'est ça qui compte, c'est ce qu'elle vient de dire. Mais pour ça, il ne faut pas que ceux dont c'est le rôle moral, il n'y a pas que nous qui avons un rôle moral. Les journalistes ont un rôle moral, les directeurs de journaux ont un rôle moral. Assument leur rôle et n'acceptent pas qu'on soit présenté comme ça, dans un cas comme celui-là ou comme d'autres. Et c'est pourquoi c'est vraiment une question qui concerne le fond de la société. On ne peut plus discuter si tout est faux dans ce qui est mis sur la table. Ce qui n'empêche pas, comme encore une fois, qu'on ne soit pas d'accord. Mais au moins, on sait sur quoi on n'est pas d'accord. Nous, on va passer notre vie à se défendre d'accusations qui n'ont pas de contenu. Et après, ils se plaignent qu'on aille sur des nouveaux médias, mais bon. Mais ça permet. Tu vois, par exemple, un débat de fond comme là, ça permet d'entrer dans le fond d'une question. Tu peux pas l'avoir aujourd'hui dans un média traditionnel. Enfin, moi, je trouve c'est des discussions qui peuvent pas exister. Oui, ça c'est juste clair. Question du chat et qui me semble utile à répondre, c'est Daitenshio sur Twitch. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu attention, écorche rien. Aujourd'hui, plusieurs millions de jeunes vont pouvoir voter. Je pense pour la première fois. Comment les encourager à choisir la France insoumise? Même question pour les abstentionnistes. Et attendez, je vais faire le lien avec une question qu'on avait reçue sur Instagram qui m'avait fait marrer. Voilà. C'est la question inverse, c'est comment faire voter les jeunes. Et j'ai la question exactement inverse. Comment gérer mon père qui ne me parle plus parce que je vote LFI? Et on vous apporte notre soutien. Vous êtes soutien moral fort. La question dans les deux sens. En gros, comment on fait pour convaincre des jeunes, des abstentionnistes ou des gens qui sont peut-être un peu plus âgés ou voilà.
Voilà, ça c'est l'éternelle question du militant politique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Parce que souvent on parle des jeunes, l'inscription sur les listes électorales, etc. Ouais. Mais en fait, on oublie souvent qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais voté ou qui ne votent plus. Et moi, je me souviens, lorsque j'avais été entre les 2 tours de l'élection législative de 2024, j'avais été chez Martine Etienne et puis chez Zaya Hamdan. Et en fait, moi, j'avais rencontré beaucoup de gens qui avaient entre 50 et 60 ans. Ouais. Et en fait, qui ne votaient plus, mais genre depuis 15-20 ans. Qui croyaient plus, quoi. Et donc, en fait, je pense que nous, on a intérêt aussi à... Alors, c'est vrai qu'il y a la question des jeunes. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que normalement, ils sont inscrits automatiquement. Il faut vérifier. Mais on a un vrai enjeu aussi à renouer le lien, à convaincre des gens qui ne veulent plus voter. Et je pense qu'il y a quand même des éléments récents qui sont intéressants pour nous. C'est le fait qu'on ait des nouveaux maires insoumis. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux maires insoumis. Et avec aujourd'hui les nouveaux moyens de communication, les nouveaux moyens de se renseigner sur qui fait quoi, les réseaux sociaux, on a quand même une espèce de vitrine qui montre que voilà, on arrive et on a dit ce qu'on voulait faire et regardez, on fait ce qu'on dit. Ça quand même, et surtout c'est le faire. Parce que la différence entre la France Insoumise et les autres partis de la gauche et les écologistes, c'est qu'en fait, eux se regardent beaucoup le nombril et, en fait, au lieu de faire... Et nous, la différence, c'est le faire. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut beaucoup montrer. On a quand même une chance d'avoir ces nouveaux maires. Ouais. Et c'est dans une époque où il y a quand même des moyens de communication et des moyens de montrer les choses. Ça, c'est moi, je pense que en fait, on n'a pas forcément mesuré le fait que pour un mouvement qui n'a que 10 ans, d'avoir un tel nombre de conseillers municipaux. Donc déjà, on a des élus maintenant, on en a plus. Donc déjà, on a quand même des porte-paroles et des visages et des gens qui voient ce qu'ils peuvent faire. En plus, c'était déjà des militants, mais en plus, ils ont la carte élue qui fait que maintenant, ils peuvent aller un peu n'importe où et personne ne peut leur fermer les portes. Donc ça, bravo aux nouveaux élus. Et en plus, on a quand même moi, je trouve qu'on a des maires... qui sont pas juste dans le ronron, le fauteuil, le bureau du maire. Ouais. Voilà, on a fait des choses. Bali a dit la jeunesse c'est important. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va rouvrir l'antenne jeunesse parce que c'est l'éducation et la culture. David, la cantine enfin, et donc la démonstration, le faire, pendant que tous les autres là ils sont en train de blablater, je trouve que déjà c'est important. Et j'en profite pour dire un truc parce que tu as dit aujourd'hui on a des moyens en gros de parler, de communication. Là actuellement on a 14 000 personnes, tu m'avais dit qu'il fallait que je te donne des stats en live. On a 14 000 personnes qui sont en direct. J'en profite pour dire à celles et ceux qui nous suivent, pensez à vérifier que vous êtes abonnés à la chaîne de Jean-Luc parce que vous suivez bien la chaîne, parce que ça c'est des outils qui nous permettent justement de faire passer aussi une partie de notre discours. Enfin, en vrai ce qu'on fait là on peut pas le faire dans d'autres structures, et si on le fait dans d'autres structures, à part te faire engueuler non, en plus c'est de la créativité. Moi je vois que depuis que t'es candidat là, les gens, le soir quand tu scrolles, il y a des gens qui font des clips vidéo. Franchement c'est bien. Franchement c'est bien d'être jeune aujourd'hui, malgré la France de Macron, c'est dur, mais il y a quand même des choses avec. Tu sais que ça nous laisse un peu pantois parce que tout a été trop vite. Donc on avait prévu 15 jours de campagne, en se disant, ça peut se réduire à 4 jours, mais pas à 23 heures. Pour avoir les 150 000. Et ainsi de suite. Tout va tellement vite. On a dit une fois, allez-y, inventez des chansons, des machins. Non, mais il pleut des choses. C'est trop des fois. C'est extraordinaire. Et moi, je prends plaisir à regarder ça. Tu vois. Je me dis, waouh, tu vois. Et évidemment, il y en a que ça rend malade de jalousie. Et en plus, c'est pas que des jeunes qui font ça. Et alors, pour info, Lise, qui est là-bas, me dit, en février, sur les Allo Mélenchon précédents, en février, il y avait 6500 personnes en direct max, et en mars, 9000. Donc ça, pareil, c'est aussi un outil, je trouve, c'est des outils de... tu vois, j'ai eu un échange il n'y a pas très longtemps avec des gens qui me disaient « Ah, mais comment vous faites pour y croire alors que les sondages sont mauvais ?» Bon, déjà, je lui ai dit que les sondages, c'était de la merde, globalement. Mais heureusement que notre humeur ne tient pas au sondage. Puis franchement, en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, une longue expérience d'à quel point ils sont plantés. Le Monde, tiens, regarde, sur la partie qui n'est pas la partie politique, ils avaient fait pour une fois un bon article dans lequel ils disaient que tu étais sous-estimé en moyenne entre 4 et 14 points
un an avant l'élection. Je me suis dit, ça va, ça nous laisse une bonne marge de progression par rapport au fait qu'on est déjà à 14, on va finir à je sais pas combien. Enfin bon, bref. Et le journaliste, il est encore au monde ou les... Ah, je sais pas s'il y a encore. Mais attendez, parce que je me fais engueuler pour votre information. Ah, pourquoi? Parce que il y a je ne toi prends qui pas. vois ce qui se passe alors. Nous, Ah ouais. Parce que tu digresses. Parce que je prends pas assez de questions du chat. Donc je vous propose d'en prendre. On saura jamais comment Jean-Luc va convaincre les jeunes et en leur proposant quoi. Je sais rien moi. Moi, j'ai jamais fait aucun effort, alors donc pas commencer maintenant. Toi, tu claques des doigts et tu dis, et maintenant Quoi? Non, moi je rigole parce que comme il y a même sur toi comme ça où la vidéo de l'hologramme, ça tourne encore. Je suis à Lyon et maintenant à Paris. Et j'apparaissais. Qu'est-ce qu'on s'est marré en préparant ça. Il y a une scène qui est Pataouetland. Ils m'ont fait mettre une veste. Pataouetland. Ouais, tu vois. C'est quoi? On avait je sais pas combien de vestes. Et alors j'ai essayé. Ah oui, c'est vrai, d'un moment, c'est vrai. tu te sens ridicule, quoi. Et alors. Mais parce qu'il y avait une contrainte de couleur. Faut expliquer pourquoi. Il fallait que ce soit très lumineux, d'accord. Et alors, ils me font mettre un truc. Après, je me suis revu en photo à la une du Point. C'est dégonflé le Point. Ils ont fait de moi un agent chinois parce que je sympathise beaucoup avec la Chine, avec tout ce que fait la Chine. Bon, bref, j'ai eu droit à ça. Après, juste la parenthèse, ils sont tellement dégonflés, ils ont eu une telle trouille qu'après, ils ont fait un hors-série spécial Chine, parce que quand même, il faut penser aux pesetas. Bon, bref, et alors, on me fait mettre une veste que j'aimais bien, pour être honnête, mais je me trouvais ridicule au bout de la 5e veste qu'on essayait. Alors, ça a marché. Et il y a une scène qui a été mise dans le film, tu l'as vu? Oui, je m'en souviens, je me souviens très bien de ce moment. Je suis ridicule avec ça. Mais non, parce que tout le monde en est marre de mes conneries. Donc, allez, non, mais mets ça, et puis voilà. Et je lui dis, jure ta mère que je suis pas ridicule. Après, quand j'ai vu ça, la honte. Tu vois, parce que c'est pour ça que je dis pas. Ouais, mais ça, moi je trouve, ça fait partie. Enfin, ce genre de moment de campagne, c'est toujours une difficulté, je trouve, parce que il y a l'image de ce qui existe à l'extérieur de nous. Alors, si tu regardes notre image à l'extérieur, on est des terribles personnes, horribles, méchantes, dangereuses. Enfin, toute la liste de tout. En fait, ça marche pas trop fort leur affaire. Ouais, non, mais tu peux faire la liste de tous les trucs dépréciatifs du dictionnaire et puis tu nous les accoles. Mais de la partie faire voir ce qu'on est comme équipe, comme organisation, la manière dont on fonctionne. Tu vois, même quand tu disais tout à l'heure, je sais plus qui, Apathy, qui disait c'est pas démocratique, etc. Mais c'était telle méconnaissance de notre mode de fonctionnement et de notre manière de travailler, y compris sur les questions programmatiques, que moi je trouve ça hyper important d'avoir des moments où on montre, je sais pas comment dire, un peu coulisses, un peu. Oui, toi, tu vois, crois ça, toi. Moi, je pense beaucoup ça, parce que tu vois, par exemple, ce moment-là, pour toi, ça peut avoir l'air de rien. Et je me souviens qu'on avait dit, est-ce qu'on le laisse ou pas? Est-ce que mais là, vous n'avez pas demandé mon avis. Ben non, parce que voilà, oui. Non, mais faut être nature peinture. Tu vois, regarde, vous avez la preuve que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui décide de tout. Si, c'est moi qui décide de tout. Vous avez la preuve qu'il râle, en tout cas, parce qu'il a pas décidé. Tous les jours, je prends mon téléphone, j'ai mis. Après, qu'est-ce que c'est que cette image? J'assume, il faut assumer. C'est un boulot, quoi. C'est pénible, hein. Ça prend du temps. Moi, je fais le pari que c'est pas possible. L'autre soir, par hasard, je regarde, c'est Paul. Le journaliste qui est là, on pourrait mettre un passe-plat à sa place. Et il y a 3 ou 4 illustrissimes inconnus, avec une ou 2 figures qu'on connaît nous, qui sont les curés du printemps républicain. Oula. Tu vois le genre je les connais très bien. De France Info, les gens comme ça, quoi. Et alors, l'autre soir, je n'en revenais pas, il y en a un, il est marqué philosophe en dessous, je ne sais pas qui est ce pingouin, et il dit oui, Madame Le Pen, les socialistes, on n'en parle pas. Ouais, j'ai vu ça. Tu l'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Attends, et l'autre à côté qui dit oui, non, mais on encombre nos discussions politiques de fantasmes. Alors, par exemple, il y a une libido pour Bardella, de l'anti-libido Mélenchon. Oh là là. Alors, non, mais attends, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils croient? Fondamentalement, que les gens sont des imbéciles. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et leur émission, elle se donne à côté, nous on pense, etc. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que les gens qui pensent vraiment, je veux dire qui sont un peu lettrés et tout, regardent ça, sont consternés de la médiocrité lamentable d'une scène pareille, quoi. Bon, moi j'ai arrêté de regarder ça. Mais bon, je suppose qu'il y a des gens qui l'ont regardé jusqu'au bout. Non, mais déjà, comment convaincre les jeunes? Arrêter de les prendre pour des cons. Et en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, en fait, on a une classe politique, une classe journalistique, médiatique, en fait, qui ne comprend pas qu'en fait, on ne peut plus faire
avec les jeunes aujourd'hui ce qu'ils faisaient avant. Exactement. Mais d'abord, les jeunes vont chercher les informations plus vite qu'eux, mieux qu'eux, peuvent aller à des sources d'informations, de culture dont ils ne disposaient pas avant, plus variées. Et moi, je regarde par exemple, parce que moi avant j'étais au PES, donc j'ai fait des universités d'été, j'ai fait les fondations Jean Jaurès. Là, on regarde aujourd'hui l'Institut La Boétie. Et en fait, je suis désolée, mais le truc Fondation Jean Jaurès, mais c'est has-been. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans des univers totalement distincts. Ouais. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que les choses, enfin les réflexions qu'on présente, en fait, sont aujourd'hui totalement en phase avec toute une partie de la jeunesse qui parle à d'autres jeunes, y compris des jeunes qui ne sont pas, je sais pas, aujourd'hui on a des jeunesses beaucoup très mêlées, donc dans le même groupe tu en as un qui est étudiant, l'autre qui ne l'est pas, enfin, et je trouve que malgré tout, même s'il y a quand même une volonté de la droite, de la Macronie, de cloisonner les gens, de faire en sorte que les gens soient isolés, bah, en fait il y a quand même des horizons qui sont ouverts à la jeunesse, et en fait dans ce cadre-là, pas les prendre pour des abrutis, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on fait. Ça, c'est l'argument de fond. Bah oui. Clémence, qu'en dis-tu? Ah ben non, je partage. Je suis parfaitement d'accord. Ça, c'est d'accord. le truc, c'est la botte secrète. Ils le savent pas, ils se croient importants, et ils ne réalisent pas qu'on est au XXIe siècle, tout ce que tu dis, que les gens cherchent, connaissent. Et alors, il y a une nouvelle manière de savoir, ou de comprendre, ou de juger, mais elle est vachement efficace. Et tu vois, l'idée générale, c'est que les gens seraient moins instruits qu'auparavant. C'est le contraire. Ah non, mais moi, ça m'énerve ce truc-là. Ça m'énerve. Enfin, ah oui, non, mais c'est comme, le fait que, alors évidemment, il y a des choses. Enfin, et donc on revient à ce que tu disais, Clément, sur la question de l'éducation aux médias, l'éducation, débunker les choses. Mais en fait, je suis désolée, mais moi, franchement, j'aimerais tellement avoir. Ah oui, c'est ce que tu dis. Ouais, j'aimerais tellement avoir 25 ans aujourd'hui, parce que il y a des ressources quand tu es curieux et que tu veux faire des choses. Et même des moyens de se connecter avec des gens qu'il n'y avait pas avant. Et ça, c'est le danger pour les gens qui ne voient pas tout ça, en fait. C'est qu'en fait, il y a des gens qui se connectent. Et c'est pour ça que j'ai vraiment toujours du mal avec ce triple, les tours et les bourgs. C'est que malgré tout, aujourd'hui, qu'on soit en France, il y a des modes de vie, des réflexes culturels, un accès à des choses qui réunit plus que ce que c'était avant. Enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, être en contact les uns avec les autres, la mise en contact les uns les autres, et donc la possibilité d'échanger, de convaincre, c'est quand même pas la même chose. Alors en plus, avant, t'avais deux gros partis, les journaux de référence. Voilà. Maintenant, c'est plus ça. Donc, il y a d'abord d'autres journaux, il y a des nouveaux médias. Et en fait, notre force, c'est que eux ne voient pas ça. Non, et Evie, pardon, moi, ça me fascine parce que comme j'en viens, je sais très bien que c'était pas mieux avant. Mais il y a des jours, tu vois, ça paraît lunaire, la vie dans laquelle on est. Autrefois, c'est-à-dire il y a à peine 20 ans, jadis, à 11h apparaissait le journal Le Monde. Et il donnait la ligne qui était. Il arrivait à 11h et il arrivait en région, en province, on disait à l'époque, le lendemain. Donc, ah oui, c'est vrai. Toi, tu étais le mardi et à 11h, tu avais le journal du mercredi. Le lendemain matin, mercredi, les gens dans les provinces avaient le journal du mercredi. Et toute la presse régionale était alignée sur le tri de l'actualité, car les gens ont du mal à comprendre ça. L'actualité, c'est une production. Parce que la vie est en fouillis de faits, il faut trier dedans. Donc Le Monde avait choisi, et tout le monde faisait la même chose. Maintenant, c'est plus vrai. La journée commence, c'est souvent Le Parisien qui commence la journée. Et puis, juste derrière, les chaînes d'information en continu se mettent à dégoiser. À ce moment-là, il y a eu une paire, maintenant ça a encore changé. Il y a eu un moment, c'était BFM qui faisait le relais. Puis après, ça prenait, boum. Donc, tu as un monde qui vit à un rythme, et un autre qui vit à un autre rythme qui n'existe plus, qui ne correspond plus à rien, mais ça dérange personne. On continue comme avant. Qui continue comme avant? Ceux qui se croient importants. Par exemple, la discussion qu'on a sur les médias, et tout ce que tu viens de dire sur l'intensité des relations entre les gens. Donc moi, je vais à TF1 parce que c'est prévu que c'est comme ça. Normalement, c'est le moment solennel. T'es en marbre, là, tu vois, et tu fais ta déclaration de candidature. C'est plutôt normalement cool, il n'y a pas d'agressivité. Bon, moi je suis droit à un petit acte, mais c'est pas grave. Et puis après, je suis allé sur Brut, qui est un média numérique, d'accord.
Alors, bon, premier temps, 5 300 000, je sais pas combien, sur TF1, et beaucoup moins Brut. 48 heures après, Brut fait 2 fois le nombre de replays qui ont été faits par TF1, qui est pourtant une puissance, un émetteur, certainement le plus puissant du pays dans l'officialité. Et après, ça continue. Moi, je te parle de mon bilan, juste le mien, mes chaînes à moi. Résultat, 40 millions. Rien que pour moi, sur ces 2 trucs-là. À côté de ça, qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller discuter avec Libération qui vend 1000 exemplaires par jour à la main dans un kiosque et qui dit, ils sont pas malins en plus, ils disent, nous avons 400 000 abonnés. Allez, c'est ça, prenons pour des cruches. Et il dit, et 400 000 abonnés, ça donne 40 millions de gens qui ont accès à nous. Mais 40 millions de gens, c'est le score, il le dit sur un mois, en une semaine de notre média, l'Insoumission. C'est-à-dire que là encore, il y a ce qui va être la référence, le lien commun d'une certaine officialité, qui pense que ce qu'il y a dans le journal est important, et d'un autre côté, une vague de fond dans lesquelles se construisent réellement les opinions, et les 2 mondes ne communiquent pas. Même si les 2 ont leur impact, hein, mais il n'est pas de même nature. Nous, on a fait un truc ici, pour mesurer, parce qu'on est en campagne, donc on est des gens super sérieux et concrets, on a fait un top 13 des Insoumis, qu'on décompte. La semaine de la déclaration de candidature, vous avez tous, quel que soit votre compte, relayé, pris un truc, etc. Et le top 13, en m'enlevant, hein, c'est 90 millions de vues. Quand on m'a dit 90 millions, je croyais qu'il y avait un zéro de trop. Sur 13 personnes. Ouais. Tu te rends compte? À 13. Ah ouais. Donc, mais ça veut dire que nous-mêmes, on ne se rend pas compte de cet univers parallèle. Alors bien sûr, il y a des doublons, ça va de soi, parce qu'il y en a qui te suivent, qui le suivent, qui te suivent. Mais en tout cas, la proportion nous montre qu'il s'agit d'un fait de masse. On ne va pas le prendre littéralement au pied. Mais donc, on a une circulation de l'information qui se fait dans 2 paliers. Et nous ne dépendons plus de nos calomniateurs. Parce que leur rôle est 10 fois moins important que ce qu'il était. Par exemple, quand on a fait la première campagne, il faut savoir qu'ici, autour de la table, il y a le héros numéro 1, c'est lui. C'est lui qui commence. Non, mais c'est lui qui me fait. C'est lui qui amène. T'as la pression maximale. Il y a eu l'équipe de Sofia pour la campagne de 2012 qui avait amené l'importance des réseaux, mais après, c'est toi qui as pris ça en main et commencé à l'organiser de manière méthodique, avec des discussions un peu spéciales. Est-ce qu'on fait un organe central ou est-ce que tout le monde y va de son émetteur? Bon, on a fait les bons choix. Maintenant, ça sera sûrement, on va être remis en cause. Mais le temps que les autres se réveillent, déjà, faut il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils se réveillent. Tu vois, regarde, on fait une déclaration de candidature, on rassemble 150 000 signatures de gens qui téléphonent pour s'inscrire, pour soutenir ma candidature. Toute la bande des ratapoils, là, ils font une déclaration commune. Alors, il y a tous les très importants du monde, Hollande, Jadot, et même M. Cazeneuve, qui est si respectable, et blablabla. Je comprends pas 3 semaines après, ils en sont à 20 000 signatures. Je dis ça pas pour me moquer, quoi que ça me fasse plaisir. 17 000 et quelques. Hein. Pardon? Non, c'est pas 20, c'est 17 000 et quelques. Ah bon? J'ai exagéré. Oui. Ça, tu parles de Cazeneuve, du Jadot, mais Glucksmann. tu vois, le pire, c'est pas, je veux dire, après tout, c'est la vie. Hein, tu mènes une bataille, des fois tu te plantes. Bon, enfin, des fois, et souvent, ils se plantent. Mais ça fait partie du mécanisme de la vie. Mais ce qu'il y a de très important, c'est de savoir qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ben c'est ça, moi. Ils pensent qu'ils sont très importants. Ça commence, j'ai l'impression, parce que j'ai eu la délectation de lire un article il n'y a pas très très longtemps où, je crois que c'était des socialistes qui parlaient et qui disaient on regarde ce que fait la France insoumise, on a beaucoup à apprendre d'eux sur le... Non. Non, mais en toute matière, ils disent ça, mais après, moi, c'est ça, parce que moi, je continue quand même à être étonnée, à me demander combien de tôle électorale il leur faut pour se dire que peut-être qu'ils ont arrêté de parler au pays, tu vois, parce que ce que tu dis là sur les réseaux, bon, en fait, c'est notre réflexion sur les outils, bon, une fois qu'on a le fond, comment on le diffuse, parce que c'est bien beau d'avoir un joli programme, etc. Encore faut-il que les gens l'aient vu. Le truc qui nous a différenciés tôt et qui, je pense, tient à toi et à une curiosité aussi personnelle, c'est le fait de ne pas avoir de mépris
pour les nouveautés, pour les nouvelles façons notamment les jeunes générations, de s'informer, de discuter ensemble, etc. Je pense que eux partent d'une posture qui est celle du mépris. Tu dis, ils se prennent pour des importants. Je pense que c'est ça. Ils se prennent pour des importants et pensent que leurs habitudes de vie sont celles de tout le monde, quoi. Ou en tout cas ils s'en fichent de savoir si c'est celle de tout le monde ou pas, et ils ont une posture, voilà, un angle moral, ça pue la merde, les réseaux sociaux, on peut pas trier, tout le monde peut même y dire ce qu'il veut, enfin voilà, et je pense qu'il y a les députés TikTokers. cette posture de supériorité, je pense qu'ils sont en train d'en revenir, parce qu'ils voient aussi quand même notre puissance émettrice. Mais après, second problème, c'est qu'ils ont un tel retard dans la maîtrise de ces outils-là qu'il faut ramer et courir derrière avant de pouvoir les maîtriser. Ils ne les comprennent pas, quoi. Et surtout que c'est doublé. Enfin, tu parles du nombre de signatures pour parrainer ta candidature, mais après c'est dans les GA. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a beaucoup de groupes d'action de la France Insoumise qui organisent des sessions d'accueil de nouveaux militants, des milliers de boîtes de tracts, de lettres aux Français qui ont été ça débite mis en carton. C'est pas juste voilà, c'est très concret. Ah oui, c'est vrai que c'est toi maintenant le chef de la propagande. Mais 2,5 millions, non mais j'ai plus qui a dit le chiffre. C'est pas Manu qui avait dit ça dans sa C'est Manu qui a fait une note de blog avec bien charpenté. Moi je trouve ça fou, 2,5 millions de lettres qui partent comme ça. Parce que, ah oui, alors si, il faut dire un truc, mais il y a des camarades qui organisent l'envoi au matériel, c'est juste à côté là, dans le siège, il y a des camarades, ils font des nocturnes. Ils s'organisent jusqu'à des 2h du matin, je crois qu'ils ont fait jusqu'à 2h du matin, pour pouvoir répondre à votre demande. Sachez que quand vous commandez des tracts sur Action Populaire... C'est des bénévoles qui font les paquets. Exactement, c'est une équipe bénévole qui organise l'envoi de colis dans toute la France et qu'on réussit l'exploit quand même, parce qu'il faut dire que c'est un exploit, mais l'exploit d'envoyer, ne serait-ce que sur... Là on parle que des lettres, mais il y a aussi les tracts, il y a les affiches, voilà. Ils ont réussi à envoyer tout ça dans toute la France et je pense qu'on peut les... Ça, c'est un souvenir d'une vieille chose. Et tu dois t'occuper des questions. Ouais, je voulais... Ma bêtise, tu peux pas nous faire un petit quiz pour qu'on réponde rapidement à Alors, franchement, j'ai une question qui est une question Parce que sinon, tu vas dire, c'est fini, on aura répondu à 3 questions. Si vous voulez, j'ai une question cool que j'avais mise de côté. Certains se posaient sans le savoir. C'est vrai. J'ai une question cool que j'ai mise de côté, qui était la question de... Tariq Ashton sur Instagram, qui était quelle est votre skincare routine? Et celle-là, j'avoue que je l'avais mise de côté parce qu'elle faisait. Parce que tu voulais nous parler de la tienne, Antoine. Mais alors moi, ma skincare routine, elle est hyper simple. Je n'en ai pas. Parce que ça me saoule et voilà. Je n'en ai pas. Je ne fais rien. Donc toi, t'as juste une DA d'enfer. Tu devrais. J'ai une DA d'enfer. Toi, t'as une DA d'enfer. Il y a qu'à regarder comment t'es sapé. Eh ben merci beaucoup, Monsieur le Président. La dernière fois, je me suis fait traiter que je le daronnais. J'ai adoré. Qui a dit ça? Oui, je me suis fait daronner. Parce que je lui disais, tu sais, je fais le jeu. Mais c'est gentil, daronner, c'est gentil, non? Oui, c'est admis. Mais c'est en patois franc-comtois, on dit je le bourriaude. Tu vois, c'est tu le bourrines, quoi. Ah oui. Voilà. Tu le bouscules, quoi. Voilà. Alors, j'ai une question, et par ailleurs, ça fait... Pardon. J'ai une question. C'est le patois franc-comtois qui est là. Ouais. Mais attends, moi, je suis franc-comtois d'adoption. Non. Tiens, par exemple, tu sais comment ça s'appelle quand tu balayes? Alors, tu balayes, tu fais un petit tas. Ramasse-bourrier. Chez moi, on dit ramasse-bourrier. Toi, ça s'appelle quoi? La pelle, là, pour mettre la poussière, ça s'appelle le ramasse-bourrier. Le ramasse-bourrier. Oui. Nous, on dit le chenille. Ah oui. On dit, marche pas dans mon chenille. Tu vois? D'accord. Alors ça, c'est ramasse poussière, tu vois. Enfin, elle, c'est le bourrier. Elle m'a fait monter dans un bateau, il y avait un trou dedans, on a failli se noyer. C'est vrai, j'en suis témoin, on a dû écoper. Oui, bien sûr, on filmait avec Flore et on a failli... Donc il y a des preuves. C'est moi. Non, mais attends, j'ai colmaté le trou. Oui, c'est vrai. Non mais t'as colmaté le trou et tout le long du truc, c'était censé on m'a dit prendre de l'argile. Oui. J'ai pris de l'argile au fond du marais Poitevin. Et tout le long, ça écopait comme ça avec une espèce de... Et on va dire un truc, parce que le gars qui était avec nous... Moi j'aurais cru qu'il y avait un film. Ouais, je crois que c'est filmé. Attends, écoute, là c'est sérieux. Au-delà du rigolo. Le gars qui était avec nous, c'est un militant. Toi, tu connais Julien Leguet. Julien Leguet, donc il est guide batelier dans le Marais Poitevin depuis des années. C'est celui qui nous a fait la visite ce jour-là, hyper engagé dans la lutte contre les méga-bassines. Un des organisateurs, mais avec plein d'autres, de la fameuse manifestation de Sainte-Soline où on a tous pris très cher, où 200 personnes ont été blessées, où 2 personnes ont été dans le coma. Et Julien vit une
poursuite judiciaire depuis quelques années maintenant et vient d'être jugé, a donc maintenant un bracelet électronique et donc on l'accompagne à chacune des étapes parce que bon, on connaît la criminalisation des militants écolos, la dureté de pouvoir continuer à organiser des manifestations sous la Macronie, la répression extrêmement forte et voilà, c'est un camarade qu'on continue d'accompagner à chaque fois qu'on le peut, à chaque occasion politique et à chaque rendez-vous dans le Marais Poitevin ou dans les Deux-Sèvres et la Vienne, puisque ces projets de méga-bassines continuent et que par ailleurs, nous autres, on est en train d'examiner une loi agricole qui contient encore des procédures de dérégulation sur l'eau, sur le stockage et le captage dans des grands réservoirs. En bref, c'est une lutte très actuelle que celle de cette appropriation de la ressource. Redis le nom du camarade. Julien Leguet. Voilà, ça lui dit un bonsoir. Ouais. Et ça fait lien direct avec une des questions qui était posée dans le chat sur tant mieux. de tu vois Rambobine. Non, franchement, celle-là, il l'a posée. On ne le savait pas, mais on y répondait. Une transition parfaite. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Que ferez-vous pour tous les produits néfastes pour la santé qui sont mis dans la majorité des aliments? Et il y a d'autres questions qui ont été beaucoup posées sur la question du lait infantile aussi, de l'affaire du lait infantile. Mais il y a une question qui est posée par les usages agricoles et la question des pesticides. Bah, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure en plus. Mais de la question de l'usage des pesticides et de ce qu'a produit aussi peut-être comme moment de conscientisation de la loi du plomb, le passage de la loi du plomb. Donc voilà, qu'est-ce qu'on compte faire sur ce sujet-là? Il y a beaucoup de questions dans disons qu'il y a une suite de sujets qui ont émergé. Je pense au cadmium qui est actuellement controversé, mais il y avait les nitrites dans la charcuterie, il y a le lait infantile. Mathilde Diné vient de rendre un rapport d'une mission flash qu'elle a arraché contre la Macronie qui ne voulait rien en faire parce qu'elle a enquêté sur les responsabilités notamment de l'État, sur pourquoi ne pas avoir retiré ce lait infantile rapidement. Il y a une série d'interrogations dans le rapport de sa mission flash. Bref, tout ça pour dire que entre tous ces sujets, il y a un lien idéologique qui est celui de la prédation sur le vivant, de l'agro-business à tout crin, y compris et principalement au mépris de la santé humaine, au mépris de l'écosystème, etc., mais au mépris de la santé humaine, ce qui nous a amené, peut-être que je vais te passer la balle Jean-Luc, mais à réfléchir à un truc auquel tu tiens, sur lesquels on a déjà fait 2 émissions de l'Institut Labo ici. Aurélie, Mathilde ont fait un colloque à l'Assemblée nationale qu'on a appelé les maladies politiques, maladies écologiques, pour essayer tout de suite en une notion, parce qu'on accorde de l'importance aux mots, d'y mettre une signification dans la lecture qu'on fait de phénomènes très humains qui nous touchent tous, des gens qui ont eu des cancers, on en a tous autour de nous, et malheureusement, voilà, de ce qui maintenant sont des épidémies du moment, quoi, du siècle. C'est une histoire qui est assez caractéristique de notre façon de travailler, parce que nous sommes entrés par plusieurs portes différentes. Ça s'est traduit, ça s'est cristallisé dans le groupe parlementaire, quand on a commencé à faire un colloque, des interventions, qui se centrait sur la question des maladies, donc pour l'instant qu'on appelle tantôt politique, tantôt écologique, suivant l'un ou l'autre d'entre nous. Et ça nous a amené à... on avait commencé à parler du diabète comme résultat de malbouffe, des maladies cardiovasculaires, qu'on identifiait comme... une maladie qui ne vient pas d'un virus que les animaux nous ont transmis, c'est un autre sujet. Et on y a réfléchi d'une manière, je crois, un peu nouvelle, en disant maintenant, ce dont nous sommes certains, c'est que c'est une des nouvelles frontières de l'humanité. L'idée de situation nouvelle et irréversible est venue par conscience écologique. Dans les écosystèmes, quand une espèce pullule, c'est parce qu'elle a des conditions favorables. Et quand elle pullule, les conditions favorables disparaissent. C'est toujours la même histoire, c'est des grenouilles qui se développent dans les mares où il y a beaucoup de moustiques, mais comme elles les mangent, alors il n'y a plus de moustiques, et après il n'y a plus de grenouilles non plus. Et c'est la question de l'infertilité qui nous a amenés sur cette piste, de dire nous sommes en face, nous les êtres humains, c'est-à-dire en tant qu'espèce animale, nous nous sommes mis dans une situation d'organiser notre propre destruction.
Et donc, c'était une manière de relier aussi cette crise-là à la crise de la biodiversité et de ce qu'appelle la 6e extinction des espèces. Et donc, on a décidé qu'on ferait de ce thème un thème de campagne présidentielle. On ne sait pas si ça va être écouté ou pas, parce que quand on a démarré avec l'eau, honnêtement, on s'est planté parce qu'on n'y est pas arrivé. Pourtant, il y avait une action qui était très ancienne déjà sur l'eau. Maintenant, oui, ça y est, tout le monde a compris que le dérèglement du cycle de l'eau, nous, on est arrivé un peu bien après Daniel Mitterrand, après la Fondation Liberté, après plein d'autres, et de militants écolos, dans lesquels il y avait souvent des insoumis. Mais là, on sait que on est en phase avec quelque chose qui, dans la société, attendait de s'exprimer. On a été très surpris, je crois que j'étais avec toi cette fois-là, ou avec Aurélie, des gens sont venus nous voir qui étaient des médecins. Ah oui. En nous disant, nous, on a des choses à vous dire, écoutez, prenons rendez-vous, on va vous... Et ils nous ont apporté un savoir qu'on n'avait pas, et surtout une validation. Scientifique. On n'était pas juste en train de s'affoler. Et quand il y a eu le débat sur la loi, contre la loi du plomb, qu'on n'aille pas se tromper, c'est contre la loi du plomb, tout d'un coup il y a eu une image saisissante, et vous savez tous très bien que la conscience se construit sur des choses comme ça, de cette femme qui n'avait plus de cheveux, et qui est dans un cancer, et qui a un cancer qui résulte de cette situation. Et maintenant, tout le monde commence à comprendre que tous les cours d'eau français sont pollués, toutes les personnes en France sont atteintes, et que ça résulte des pesticides qui ont été déversés sur le pays et qui continuent à l'être. Et à partir de là, si vous voulez, on s'aperçoit que dans la manière de prendre conscience des problèmes, les gens entrent dans l'anticapitalisme par cette porte-là, bien plus que par n'importe quel discours qui paraît abstrait, tandis que quand tu commences à parler de ces sujets, il s'agit de tes gosses. Exactement. Et d'une injustice qui est d'une violence totale. Parce qu'on ne cesse de te recommander des choses. Mangez des fruits, faites attention etc. Or, tout ça est hors de portée d'une quantité considérable de la population, qui donc se sent offensée par le fait qu'on lui fait du prêchi-prêcha. Elle le ressent comme ça. Et c'est sa dignité qui est en cause, en même temps que quelque chose qui te rend malade de peur, quoi. Quand tu réalises qu'on t'a fait donner à ton gosse des produits pour bébé... Ah ouais. Pardon, mais il faut voir, concrètement, ça veut dire que tout d'un coup, tu réalises que si des jours et des jours le mot murlait, c'est parce qu'il ne supportait pas ce qu'on lui faisait avaler. Et tu te sens horriblement coupable de cette situation. C'est terrible. Et donc, il y a vraiment une... Et les gens, à partir de là, ça y est, ça se met en route. On comprend. Ah oui, il faut qu'ils en vendent. Et je trouve que ce moment de prise de conscience, il est très important pour nous, parce que on ne peut pas transformer aussi profondément la société qu'il faut obligatoirement qu'on le fasse. On ne peut plus continuer comme ça. Nous, on le sait, parce qu'on est à la pointe de l'information. Mais pour ça, il faut que notre peuple il ait compris que ça ne peut plus durer, et qu'on en est vraiment dans des fondamentaux, et que ça porte évidemment à changer en profondeur le système de la production et de l'échange. Bon, pardon pour ce côté un peu... mais c'est là où on en est aujourd'hui. Le sens de notre programme, c'est la transformation de fond en comble des conditions dans lesquelles vivent les êtres humains, pas par caprice idéologique ou parce que l'un d'entre nous a trouvé une idée géniale, mais parce qu'il s'agit de résister à un processus qui nous détruira sans ça. J'ai une dernière question qui a été posée. Dis donc, comment tu sais que c'est la dernière? On ne savait pas quelle était la première. C'est la dernière parce que on avait dit qu'on faisait à peu près 1h30 et ça fait 1h50, non 40, quelque chose comme ça. Mais je voudrais la poser parce que c'est un sujet, et justement ça fait lien avec deux sujets. De à quel point les réseaux sociaux permettent d'avoir accès à des informations qu'on n'avait pas avant, et de la répression des militants politiques. C'est ce qui s'est passé avec la flottille d'aide pour Gaza. Il y avait une question de... franchement, mettez des voyelles dans vos pseudos parce que c'est illisible. Wesh Carlos, je pense, mais il n'y a pas de E. Donc, bonsoir. Avez-vous vu ce que Ben Gvir a fait à la flottille d'aide pour Gaza? Et pour dire à ceux qui n'ont pas forcément vu, donc il y avait des flottilles qui sont reparties une nouvelle fois en direction de Gaza. Les gens ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés avec les mains dans le dos et mis à genoux sur le sol. Et il y a le ministre Ben Gvir, qui est donc un ministre d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou, qui est passé en disant alors ils sont où les héros, dans une logique un peu d'humiliation, quoi. Est-ce que tu avais vu passer ça? Vous aviez vu passer ces images-là? À mesure que l'information arrivait,
Oui, t'as fait un tous les copains ont réagi, je l'ai fait, tu as fait, bon, tous on a fait notre petit message sur nos réseaux parce que tout est insupportable. Le gouvernement Netanyahou a attaqué les vaisseaux de la flottille dans les eaux internationales. Donc, quand tu fais ça, ça porte un nom, ça s'appelle piraterie. Donc, normalement, quand un gouvernement, de manière délibérée, fait de la piraterie, le minimum de respect de la loi internationale consisterait à lui dire c'est pas acceptable. Les premiers qui ont réagi, c'est quand même... ouais, ça fait mal. C'est Meloni. C'est-à-dire l'extrême droite italienne qui a commencé à protester contre le traitement réservé aux Italiens arrêtés et persécutés par Ben Gvir et l'autre Smotrich. Bon, alors maintenant ça se concentre sur eux, mais tout ce gouvernement est fait de voyous de cette nature qui se comportent comme des brutes sadiques. On les a vus déjà à plusieurs reprises. Nos copains, quand ils ont été arrêtés la fois précédente, où il y avait 4 ou 5 d'entre nous qui étaient là-bas, nous avaient raconté comment on les avait mis à genoux pendant plusieurs heures, qu'on les obligeait à avoir la tête par terre, et puis qu'à un moment donné, Ben Gvir ou l'autre s'est mis à hurler, quelqu'un a répondu, il s'est fait tabasser, enfin bon, on sait qu'ils sont capables de traitements dégradants. Et depuis, on a appris que les prisonniers palestiniens sont traités d'une manière épouvantable. Et alors le gouvernement israélien fait des protestations en disant que c'est la calomnie la plus effroyable, mais comme ceux qui interviennent là-dessus sont des gens qui sont respectés et crédibles jusque-là, on est obligé de penser au pire, c'est-à-dire qu'en effet c'est vrai, et ils ont l'habitude de manière sadique, barbare, de maltraiter les prisonniers palestiniens, et ils considèrent que tout ce qu'ils attrapent en route, c'est de même nature. Donc là on avait des gens par terre, et cette espèce de dingo, bon... Alors, moi, j'en profite pour dire mon mépris pour tous ceux qui nous ont fait des leçons de morale sur tous les tons et qui sont muets, comme un troupeau de carpes. Ils n'ont rien à dire sur un sujet pareil. Est-ce qu'ils n'ont pas honte de soutenir des gens pareils Et vraiment, alors, on a protesté. Et vous avez vu ce qui nous a choqués, nous, Français, et en particulier les parlementaires LFI, c'est que le ministre des Affaires étrangères a dit « Quoi qu'on pense de cette flottille, et vous savez tout le mal qu'on en pense, nous ne pouvons pas accepter que... » Autrement dit, au moment même où la nation française devrait protester contre le traitement réservé à ses compatriotes, le mec fait le contraire. Il commence par dire « Ah, vous savez, nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais quand même, traitez-les bien. » Alors qu'il aurait déjà dû dire « Vous n'aviez pas le droit de les arrêter. » Donc, on peut considérer que ce gouvernement est un gouvernement qui... c'est la fin, quoi. C'est l'agonie finale. Plus rien ne les intéresse, ils ne maîtrisent plus rien, ils ne contrôlent plus rien. Et comme leur nature profonde d'être des vassaux des États-Unis d'Amérique et d'Israël, qui sont deux alliés fondamentaux, là, ils sont à la dérive totale, quoi. Ils sont même plus capables d'avoir des réflexes minimums que même un fasciste italien a. Moi, j'avais ça à dire et je l'ai sur le cœur depuis tout à l'heure parce que... Ouais, là, on est arrivé à point parce que déjà, en fait, carpette des États-Unis, c'est Trump et carpette d'Israël, c'est Netanyahou, quoi. Je veux dire, en plus, même, enfin, je sais pas, moi, c'est une question de dignité et de respect pour les Français, quoi. Je peux pas être représenté par des gens qui se couchent devant à la fois des criminels de guerre, et des gens qui commettent des crimes contre l'humanité et un Trump qui est quand même le pire président des États-Unis. Enfin, même Bush à côté. Enfin, je suis désolé, c'est un peu décousu ce que je dis, mais non, moi je trouve qu'il y a un problème de dignité nationale. Mais on est tous dans un état, on n'en revient pas d'une chose pareille. On n'a jamais été abaissé comme ça. Non, plus personne ne respecte un Français maintenant, donc on peut le mettre à quatre pattes, lui cracher dessus, et il ne se passe rien. Sinon qu'on aura droit, je pense, à Meir Habib bientôt. Ça se voit même c'était très bien. Mais même dans d'autres situations, là, je trouve que le niveau de protestation, alors sur la guerre au Liban, sur la partie libanaise, où il y a des soldats français qui sont sous le tir. Il y a les nôtres en plus qui sont pas protégés. Je trouve que la réaction, la manière de traiter l'action de guerre du gouvernement de Netanyahou, elle n'est pas au niveau
par rapport au risque que ça fait peser sur nos soldats. Et c'est nos soldats, c'est pour parler de la France, mais la population au Liban, c'est la finule, en plus, le nombre de personnes qui sont déplacées au Liban, on est à plus d'1 million de personnes qui sont déplacées. C'est des Français qui sont pour l'ONU, en fait. Exactement. Et qui sont censés être dans un rôle d'interposition et où, en gros, on les laisse dans une situation terrible. C'est pour ça que moi j'ai dit on riposte, parce qu'il y avait une doctrine française. Bah oui. Quand tu as la finule, ça veut dire que tu mets des soldats français au service de l'ONU, c'est glorieux. Tu le fais sous uniforme et sous casque bleu. Bon, mais toi t'envoies tes soldats sous commandement de l'ONU, parce qu'il y a un commandement militaire à l'ONU, pour faire partie d'une force d'interposition. Pas une force de balayage, ou une force c'est force d'interposition. Interposition, tu t'interposes. Et là, je vous avais dit que j'avais été très surpris quand nous sommes allés au Liban, parce que nous y sommes allés parce que nous savions qu'Israël envahirait le Liban. Rien de tout ça n'est surprenant. Et donc déjà à l'époque, Joseph Aoun, qui est l'actuel président du Liban, était chef d'état-major des armées libanaises et disait nous sommes capables de défendre notre frontière, et y compris de faire en sorte que personne depuis la frontière libanaise ne tire sur Israël, mais encore faudrait-il qu'on ait notre matériel. Personne ne l'a fait. Et on a cessé de dire, il faut équiper l'armée libanaise, parce que sinon, vous n'avez pas le droit de passer derrière en disant, il y a une milice qui a son propre comportement. Et on rappelle que la milice, le Hezbollah, est une composante du Liban. C'est pas un corps étranger. Il a une ligne politique, mais donc si on veut dire, nous soutenons le gouvernement, on lui donne les moyens d'être un gouvernement, d'être une armée nationale. Ça n'a pas été fait. Et là, les Libanais sont persécutés comme des Palestiniens. C'est exactement, et je ne cesserai de dire, chaque fois que vous laissez faire quelque chose, le coup d'après c'est pire. Ils leur font la même chose qu'ils ont fait aux Gazaouis. C'est-à-dire, on annonce, vous devez évacuer tel endroit. Est-ce que ceux qui nous écoutent se rendent compte qu'une alerte comme celle-là au Liban, elle peut arriver à 4 heures du matin ? Et on dit, vous avez 1 heure pour évacuer, on va bombarder. Ou vous avez une demi-heure. Cette manière de sadique et de grossière, brutale, qui est destinée à tuer le plus de monde possible, exactement comme ils l'ont fait à Gaza, parce qu'ils veulent vider la zone sud du Liban pour l'occuper et l'annexer. L'occuper et l'annexer. C'est ça qu'ils vont faire. Et nos gouvernements ne font rien. Alors moi j'avais dit, déjà, quand on a affaire à un soldat français, il riposte. C'était Chirac qui avait dit ça. Alors on peut dire, dis donc, après tu vas nous mettre dans la guerre. Non, je ne nous mets pas dans la guerre. Je nous mets dans l'exécution d'un plan finul, un plan ONU. Je ne comprends pas pourquoi on trouve curieux de dire, quand un soldat français reçoit, quelle que soit la personne qui leur tire dessus, il riposte. Pourquoi on trouve ça extraordinaire de le dire, et vous verrez qu'on le fera un jour ou l'autre, mais qu'on trouve tout à fait ordinaire d'envoyer le porte-avions en pleine zone de combat, où on sait que mécaniquement, au premier coup, on est obligé de répliquer. Oui. Parce que personne ne va dire, si quelqu'un tire sur le Charles de Gaulle, on va rien dire, on va dire, c'est une erreur, c'est tombé à côté, c'est pas nous qui étions visés. Donc je pense qu'il y a une cohérence de tactique et de réaction. On voit bien qu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a personne qui décide, ils s'en foutent, ils laissent tout ça se faire, et puis Barrot prend son air terrible de temps à autre pour venir nous insulter, nous, comme il le fait à l'Assemblée nationale, et je pense qu'il se croit intéressant. Je pense qu'on va souhaiter une bonne soirée à nos petits camarades. Pourquoi t'as pas répondu au gars qui demande comment dirait mon père qui ne parle plus parce qu'il me parle. J'ai posé la question. Parce que non, mais toi, c'est à toi d'y répondre. C'est à toi que la question était posée. Comment gérer mon daron? Comment gérer mon daron? Alors justement, ça va permettre. Écoute, ça fait lien avec une autre question. Avez-vous des fiches d'argumentaire et contre-argumentaires typiques des battle cards? Ok, vous pouvez parler français, c'est pas grave. Pour convaincre nos proches sur des sujets précis, arguments typiques et réponses appropriées, ça aiderait beaucoup de diffuser ça. Oui, il y a. Vous pouvez aller sur le site désintox.lafranceinsoumise.fr et vous avez tout un tas d'argumentaires sur tous les sujets que tous les médias nous tapent dessus sur la tête. Vous avez la réponse à la question qui est posée à chaque fois. De toute façon, tu peux être sûr là maintenant, ça y est, tu l'as dit, il y a 14 000 personnes qui écoutent, il va y avoir un insoumis, un zinzin soumis qui va faire un jeu. Un jeu ? Ouais, qui va fabriquer un truc, c'est sûr. Ouais. Ah oui, mais déjà, tu paries. Un truc. Un jeu vidéo ? Non, un jeu vidéo, un jeu de table, j'espère. Mais c'est sûr. Un jeu de société, ça c'est vrai. Toutes les semaines, nous faisons une note argumentaire sur un sujet. L'Institut La Boétie, pardon, je place aussi. L'Institut La Boétie. S'il vous plaît. Bien. L'éco-président. Nous, on voit toutes les semaines.
Et ça se diffuse parce que nous avons des référents maintenant de l'Institut La Boétie dans toutes les boucles départementales. Ah oui, c'est vrai. Et ils font eux-mêmes de la diffusion d'argumentaires ou des réunions argumentaires. Donc on appelle ça, nous, la diffusion moléculaire. Hein, c'est pas la molécule se répand. Voilà. Mais sinon, là, puisque tu avais... Pourquoi on ne ferait pas... Il y a un truc portugais qui s'appelle Gasgarada, je crois. C'est une battle dans le slam ou le rap. C'est-à-dire, il y en a un qui a un accordéon. Non, mais attends, c'est super. Ouais, mais là je suis perdu. Il joue de la musique et puis il chante son truc. On peut pas tout savoir, Jean-Luc. Non, mais d'accord, mais moi je me suis mis à suivre et maintenant j'ai de la musique portugaise. Ah là là là. C'est ta phase portugaise là. Non, mais j'adore. Alors bon, d'abord j'ai redécouvert la langue portugaise que je trouve sublime. Mais alors ils font une bataille avec des vannes, tu vois. Et ça, ça existe dans le rap, c'est pareil. Ça existe dans des battles de rap. Mais pourquoi vous ne faites pas des battles de rap qu'on filme avec des argumentaires politiques? Mais parce que personnellement, c'est vrai ça. Allez, tu nous fais ça demain. Allez, vas-y Antoine, fais-moi une battle de rap. Tu l'as pas vu, le clip des jeunes là qui sont en mode break. Sur Jean-Luc, si j'ai vu passer ça. Ah non, mais alors maintenant, moi j'ai des doutes parce que j'arrive plus à savoir si des trucs sont de l'IA, pas de l'IA. Non, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. Une Corée avec des argumentaires politiques en rap, quoi. Et voilà, ça existe déjà alors. Attends, envoyez-moi ça. On a une boucle où on t'envoie tout plein de trucs hyper rigolos. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Vous triez tout pour me faire prendre des décisions dans le sens qui vous arrange. C'est même pas vrai. Si, c'est la pure vérité. La moitié du temps, je découvre les trucs par hasard. Je te dis, j'en suis écouter de la musique portugaise. Alors pendant ce temps-là, vous faites je sais pas quoi. Mais rien du tout. On fait Antoine, pourquoi tu organises des complots comme ça? Pourquoi vous faites plus des batailles de gâteaux? Des batailles de gâteaux, ça n'est jamais arrivé. Quand on a commencé la campagne sur la 6ème République... Ah oui, il y avait des gens qui faisaient des gâteaux. Il y avait des copains qui faisaient des gâteaux et d'autres des dessins sur les murs. Je vous ai déjà dit une fois, écoutez-moi les petits, ce qu'il faut faire. Vous achetez une petite pile de papier, on va dire jaune, hein, et à la maison, vous tapez des phrases de poètes ou quelque chose qui est politique, mais pas la prise de tête, hein, pas le catéchisme. Une belle phrase qui fait penser, réfléchir. Vous avez votre petit pot de colle, vous allez dans la rue, tchouf, et vous mettez ça sur le mur. Et comme ça, on fait parler les murs. Moi, je suis à mort pour les Dazibao. Il y en a dans le truc, j'adore ça. Souvent, c'est des dessins, ça interpelle. De même que ceux qui font des peintures, au lieu de mettre des graphes, là, c'est moche comme tout. Ça dépend. C'est vrai. Ça dépend, les gars. D'accord, c'est vrai qu'il y en a des beaux. Mais il y a des belles peintures murales. Par exemple, la campagne de Salvador Allende en 1970, c'est là qu'il a inventé la murale. Mais c'était des groupes, ils arrivaient à 4-5, tchac. Moi, je voudrais qu'on fasse une campagne qui soit culturelle, qui soit politique. D'ailleurs, vous verrez, le 7 juin, il y aura de la surprise culturelle. C'est aussi le 7 juin on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Rendez-vous à Saint-Denis. Bah oui. On a juste oublié de parler du 7 juin, mais c'est vrai que le 7 juin, il y a un meeting. Oui, comme ça, à vite fait. Manuel Bompard nous surveille, on va se Ah oui. Je vais voir un petit. Oui, alors le 7 juin, rendez-vous à Saint-Denis. Il n'y a pas eu un message de Manu là dans le chat? À quelle heure C'est à 15h, je crois. À 15h. Non. C'est à 15h. Si, c'est 15h parce que dit. Alors, ce qu'on vous dit, hein, c'est pas pour faire les mauvais esprits, mais la dernière fois qu'on a donné un rendez-vous, le métro est tombé en panne de 14h, heure de la Réunion, à 17h. Non, c'est vrai. Voilà, alors on espère que cette fois-ci, la ligne 13 soit pas en panne. Donc les amis et camarades, tâchez de vous organiser. Venez avant, venez en avance. Ayez un plan B. Voilà, venez en avance et faites du covoite, faites organiser des départs collectifs aussi. Des départs collectifs, il y a des cars en plus là. Il y a des cars qui sont organisés un peu partout. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur actionpopulaire.fr. Ça me permet de répondre à une autre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider localement et s'investir localement. Il y a un site qui s'appelle actionpopulaire.fr que vous pouvez, sur lequel vous pouvez aller pour retrouver des groupes d'action. Et par ailleurs, on rappelle, mais si vous voulez soutenir la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, signez sur mélenchon2027.fr. Et il y a plein de gens qui disent ouais, mais à quoi ça sert? On a passé les 150 000 après, ça vous mène à... Exactement. Voilà. Vous signez sur mélenchon2027.fr. Oui. L'avantage que vous avez, c'est qu'après, vous avez toutes les informations. Ça vous emmène sur Action Populaire. Vous êtes guidé, en gros, pour aller vers le groupe d'action locale. Bien, etc. Avoir les infos, parce que du coup, comme vous avez vous donnez votre mail
mail sur l'inscription ou votre numéro de téléphone, du coup vous recevez les informations de la France Insoumise et c'est aussi à ça que ça sert. Mais il y a un dernier élément argumentaire, c'est que tous les gens qui disent oui, la France Insoumise, les gens n'aiment pas la France Insoumise. Ah bon? Il y a quand même beaucoup, dans la sphère officielle, mais il y a quand même près de 300 000 signataires, je crois. On approche des 300 000 signataires, et c'est une très bonne réponse à donner. De la même manière que quand il y a des pétitions qui sont extrêmement signées sur le site officiel de l'Assemblée nationale, ça crée une petite ambiance, disons, qui est assez productive. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin? Vous voulez nous dire un petit mot de la fin? C'est Clémence qui parle à ma place, parce qu'elle dit les choses intelligentes et moi le reste. Donc c'est comme ça. Ça, c'est le piège quand il n'a rien à dire. Tu vois, comme ça, c'est moi qui dois dire le mot de la fin. Je trouve que tu as tout dit, Antoine. Voilà, Nadège, tu as un commentaire? C'est une journée importante. Il a tout dit quasiment. Non, mais un petit mot d'encouragement à tout le monde. Soyez créatifs. Voilà. Super. Il y a une super ambiance qui a commencé avec cette campagne. Je ne sais pas si vous allez tenir un an comme ça. Enfin, on a un peu moins d'un an, c'est ça. Ouais. On a une grande date, c'est le 7. Et 21 juin. Ouais. Et puis la grande date suivante, on a plein de réunions et de choses qui sont prévues. Mais c'est les amphis d'été. Ah oui. Ça sera le 20 août parce qu'on est obligé de se caler sur la rentrée des classes. Alors c'est l'enfer, quoi. 20 août, les parlementaires, ils sont bleus de peur parce que il paraît que Macron veut faire. Vous êtes tous les trois, vous êtes parlementaires. Il n'y a que moi que je suis un non-élu ici. Émérite. Il est question d'une session extraordinaire. Minimum mi-juillet, apparemment. Moi, j'ai entendu plus. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai voulu entendre minimum mi-juillet. Mais c'est parce que le Sénat a dit qu'ils arrêteraient mi-juillet. C'est pas grave, on fêtera le 14 juillet en faisant plein de trucs super bien. Non, si c'est grave, c'est des méthodes dégueulasses et pourries. Parce que on a eu le budget, vous avez des heures et des heures et des heures. Après, il y a eu une petite pause pour les municipales pendant lesquelles vous avez fait. C'était pas une pause pour nous, parce que peut-être pour d'autres, mais moi, je trouve, pas pour nous. Je trouve que c'est en fait le piège se referme sur eux à chaque fois parce qu'ils pensent qu'on est fatigué. Enfin, je veux dire, ils pensent qu'à un moment donné, on va céder, qu'on va s'arrêter, qu'on va les lâcher. Antoine, tu vois, on est des êtres humains aussi. Vous avez des familles, vous avez les gamins, vous avez les locations d'été. Ok, mais ta famille, elle explose à être traitée comme ça. Vraiment, t'as un truc qui est ils essayent de marcher à... Oui, mais j'y arriveront pas. Mais en fait, c'est eux-mêmes. Moi, je trouve les situations où ils ont essayé de nous faire ça les fois d'avant, c'est eux qui ont craqué. Souvenez-vous de, comment il s'appelait là, le ministre qui a dit personne n'a craqué. C'était après une session... c'était la réforme des retraites. Session extraordinaire où ils avaient voulu faire très très vite et à la fin, vas-y, si, t'as craqué. Donc... c'est pas agréable, mais c'est pas grave, ça fait partie de la lutte et de la bataille. Mais en plus, comme en même temps, il y a la campagne des présidentielles et que les militants aussi sont à fond, ils sont chauds. Non, mais heureusement qu'on est plus que les élus. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que la contribution des groupes parlementaires, elle est décisive pour nous. Et que moi, j'ai pas envie que vous arriviez sur les genoux, mais je sais pas quoi faire. Mais la première année, ils avaient fait une session extraordinaire. Moi, comme j'étais un vieux parlementaire, je leur avais dit, votre histoire, ça va mal se passer. Mélenchon veut des vacances, le canard. Oui, c'est vrai, Mélenchon veut des vacances, je m'en souviens. Ils s'étaient moqués de moi et tout. Maintenant, c'est eux tous là, qui sont en train de pleurer, qui faisaient les malins. C'est toujours pareil. Ce n'est pas possible de faire correctement la loi dans des conditions pareilles. Ce n'est pas possible. Je me rappelle avoir fait un discours à 6h du matin, on n'avait pas dormi. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut penser d'une situation pareille? Qui peut croire que nous travaillons sérieusement entre... je me souviens de ce discours, il m'avait marqué. Je me souviens. C'était au début... là, vous avez besoin de vacances, c'est une honte de vous traiter comme ça. Il y a plus de sessions de nuit, mais c'est vrai qu'il y a des textes qui s'étirent et en fait des textes examinés de manière hachée, avec un calendrier incertain. C'est vraiment la fin de l'année. C'est n'importe quoi, ils savent pas quoi mettre à l'heure du jour. La conférence des présidents le mardi matin, c'est un peu surprise. Et coucou, un nouveau texte. Voilà, donc, mais en fait, ça sent la fin. À la tribune, vous présidez avec une solennité marmoréenne, on se demande comment vous faites. Des fois, vous faites semblant. Non, je vais pas dire. Vous dormez les yeux ouverts, non, en fait, quand on est au perchoir, on entend vachement bien. Ouais. Et donc,
Parfois, je me retiens, mais j'entends les blagounettes de Jean-François Coulombe. Chaque fois, je lui dis, tu sais, on t'entend très bien, fais gaffe, parce que je me retiens. Voilà, donc des fois... C'est vrai que des fois, c'est un peu un jeu d'essayer de vous faire rire quand même, de faire quand c'est vous qui présidez. Parce que ça, c'est les petits secrets de l'Assemblée. Mais des fois, quand vous faites des remarques, on sait que ça s'entend, et des fois, quand on obtient un petit rirounet... Un petit rictus, à tout le moins. Écoutez, je vais vous donner un mot de la fin qui me semble absolument parfait. C'est AmediZD7125 sur YouTube qui dit « Vous dépoussiérez la façon de faire de la politique et vraiment vous donnez un coup de vieux aux autres ». Je trouve que c'est un bon mot de la fin. Ici, le coup de vieux, c'est moi. Donc, moi, je fais tout, moi. La République, le coup de vieux. Les gâteaux. Les bon, merci de nous avoir suivis. On vous invite encore une fois à suivre la chaîne sur tous les réseaux, peu importe où vous l'avez regardé. On était plus de 14 000 en direct. Pensez à signer sur Mélenchon 2027. Et combien à la coupure? Et à contribuer au programme. J'en sais rien, je sais pas, on n'a pas encore coupé. Tu me demandes la coupure avant qu'on ait coupé. On attend, on coupe. Tu le sais, toi? On peut couper dans quelques instants. C'est mieux que la Eh bien, on va Bellevilloise couper ici. comme ça. On saura comment. 14 000, c'est ceux qui sont là tout En direct, en permanence. Mais après, une fois t'as coupé, tu dis ah bah il y avait 100 000 personnes. Allez 200 000, Antoine, 300 000. on a dit on ça. coupe comme ça, on va savoir la stat. Ça. On conclut Antoine. Et ça. Et ça? Suffit. Et ça quoi? T'as pas l'air. quoi, le Attends, on truc va te raconter. Oh, arrête. Non, mais je sais que de l'histoire, C'est quand quoi même. le truc? Je sors le Ça soir, suffit, moi. là, il est- Pas à la Bellevilloise, mais je me le fais raconter oui, c'est par vrai, c'est vrai, les c'est vrai, ça copains arrive. snobs qui y vont. C'est vrai. Écoutez, je vous souhaite, on vous souhaite Oui, tout à fait. une très bonne soirée. Contribuez sur le programme. Rendez-vous le 7 juin et voilà. Le 7. Le 7.